Bonsoir tout le monde, bonsoir, vraiment bienvenue pour ce deuxième épisode du décrassage et de la saison 2 de ce format-là. Bienvenue chez Torditionnel sur la chaîne YouTube de Torditionnel pour ce tout nouveau live du lundi soir. Ça sera votre rendez-vous tout au long de la saison. Tous les lundis 19h30, on reviendra sur l'actu du foot européen avec vous dans le chat. N'hésitez pas à réagir tout au long du live et puis bien sûr à nous écouter pour ceux qui sont un petit peu en retard en streaming sur les différentes plateformes de streaming que vous connaissez, que vous chérissez tant et sur lesquels vous avez certainement dû nous connaître au fur et à mesure de la vie. Voilà, parce que la vie c'est long, la vie c'est parfois aussi long qu'une belle partie de Ligue 1 endiablée. Voilà, je ne sais plus comment terminer cette intro. On va tout simplement annoncer l'équipe du jour et regarder comme ils sont beaux. Je vais commencer par en haut à droite, sur ma droite, vous le voyez, notre cher Victor qui fait sa rentrée des classes. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, très heureux d'être avec vous. Belle équipe, hein. Belle équipe pour ce lundi, belle équipe pour ces nombreux sujets que nous allons aborder ensemble. Donc très content de cette rentrée. Et puis voilà, on va parler un peu du football européen, ça fait plaisir. Une très belle équipe, comme tu l'as dit. Et juste en dessous de moi, vous le voyez, en bas à gauche de votre écran, le Blaugrana originel, celui qui représente peut-être le mieux le Blaugranisme. Imad est avec nous Quel ce honneur, soir. quelle Comment vas-tu ? présentation. Ça va et toi, Quentin? Je suis très Très bien. content de commencer ce nouveau format. Ça va faire ma troisième ou quatrième saison avec temps additionnel. Et Et oui. c'est super de chaque année des nouvelles choses à faire. Et là, un nouveau live, un nouveau concept. Donc, je suis très content de pouvoir participer à ce nouveau format. Très content de pouvoir te compter encore parmi nous cette saison, Imad. En plus, on va parler de tes deux clubs préférés juste après. Ça tombe bien, on avait besoin de Magnifique. tes lumières. Et puis en bas à droite, vous le voyez, alors il n'est pas chez Coin Soleil, c'est juste une surexposition à la lumière. Euh, L'homme qui vit entre Sochaux, Besançon et San Siro, c'est Alan, notre Milanista. Comment vas-tu ? Je voulais faire une fan comme quoi j'enregistrais depuis les Caraïbes. Finalement, je suis spoil, c'est effectivement la lumière. Mais en tout cas, très content de faire la rentrée également. Ouais, nouveau format, nouvelle équipe, pas forcément, hein, on retrouve les fondamentaux. Mais en tout cas, Tout à fait. on est chaud et beaucoup de sujets très intéressants et clivants. Et j'espère qu'on va passer une très belle saison. Eh ben, on va passer une très belle saison. En tout cas, on espère que ça sera le cas et que vous le vivrez aussi avec nous tout au long de la saison, que ce soit en live avec nous tous les lundis à partir de 19h30. Et puis, vous avez aussi le streaming pour vous rattraper, et même le replay sur la chaîne YouTube du live en question, disponible dès la fin de cette diffusion. Messieurs, on va pas trop tarder. On va aller directement dans le vif du sujet et parler du premier match qu'on va débriefer cette semaine. Le premier des deux matchs, celui du derby de Madrid qui a eu lieu ce dimanche à 21h au Wanda Metropolitano. Score de parité, un partout pour cette rencontre entre les deux équipes. On a eu, je trouve, alors on va revenir dessus, une première mi-temps assez pauvre. Moi, j'ai trouvé, d'un côté comme de l'autre. Pas forcément inintéressante, mais assez pauvre malgré tout. L'action s'est surtout passée en seconde période, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et on aura l'occasion de revenir là-dessus, notamment avec toi, Victor, parce que tu as pas mal réagi sur ça hier soir. Et on va revenir, bien sûr, beaucoup sur le jeu et sur peut-être des regrets à nourrir pour le Real Madrid sur cette deuxième période où il y a eu une domination nette quand même des merengues. Les hommes de Simeone ont capitalisé sur le peu d'offensive qu'ils ont eu sur cette deuxième période. Messieurs, votre ressenti à chaud sur cette rencontre, je vais peut-être commencer avec toi, Victor. Toi qui, on sait, couvre notamment les rencontres du Real Madrid pour le Journal du Real. Qu'en as-tu pensé globalement de cette rencontre ? Est-ce que l'analyse qui vient d'être faite pour toi est la bonne ? Sur la première mi-temps, mais même la deuxième mi-temps, beaucoup de déchets techniques. De toute façon, le derby de Madrid est connu pour être toujours un match très haché, très physique, où il se passe autant de choses sur le terrain qu'en dehors. Hein, depuis quelques années, c'est assez triste. Si on se concentre vraiment sur le contenu de la rencontre, sincèrement, le match est mauvais dans un sens global du terme. Comme je l'ai dit, beaucoup d'erreurs techniques. Si je me focus un peu du côté du Real Madrid, symbolisé, je pense, par la prestation, par exemple, d'Aurélien Tchouaméni, que j'ai trouvé très mauvais, balle au pied, très mauvais. Ferland Mendy aussi, hein, même s'il a été très solide défensivement,
Offensivement, c'était plus compliqué. Deuxième mi-temps, tout s'est un peu ouvert avec l'ouverture du score d'Eder Militao, mais il s'est passé tellement de choses aussi en dehors. Les tribunes, jet de projectiles, provocation de Thibaut Courtois, mais c'est même pas une provocation, c'est une réponse à des provocations d'avant. Donc il y a énormément de choses à dire sur cette rencontre. Évidemment que le Real Madrid peut être frustré parce qu'ils avaient l'objectif de prendre les 3 points, revenir à un point du FC Barcelone. Tu tenais cette victoire, mais Carlo Ancelotti, il a fait du Diego Simeone en fin de match. Et encore une fois, comme l'année dernière, ça n'a pas marché. Et ils se sont fait donc égaliser dans les derniers instants par un but d'André El Correa. Et puis voilà, c'est catastrophique. Les choix de Carlo Ancelotti en fin de match sont beaucoup trop timides. Alors on peut parler des options qu'il a sur le banc ou autre, mais finir le match avec Fran Garcia, Ferland Mendy, Lucas Vazquez, Dani Carvajal, 6 défenseurs sur la pelouse, tu t'exposais à de gros risques. En plus de ça, blessure de Thibaut Courtois pour les 2-3 prochaines semaines. Voilà, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles du côté du Real. Et puis on va pouvoir développer un peu plus sur ce qui s'est passé aussi en dehors. Mais ouais, le Real peut nourrir des regrets, c'est clair et net. Imad, est-ce qu'on est sur vraiment cette partie où on peut se dire voilà, le Real avait mieux à faire sur cette rencontre, puisque vraiment, hein, je trouve que au-delà du jeu, et Victor l'a très bien souligné, il y a peut-être une gestion un peu plus laborieuse côté Ancelotti, quand on compare de l'autre côté un Simeone qui a peut-être bien su s'adapter à la situation et puis remettre son équipe dans les bons rails pour aller égaliser. Oui, et puis ce que j'ai trouvé bizarre chez Ancelotti, c'est qu'il disait il y a quelques semaines qu'il avait une bonne profondeur, qu'il avait beaucoup de joueurs et qu'il allait se casser la tête même à savoir comment il allait composer ses équipes. Et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment fait tourner, il a même tardé à faire ses changements. Oui, le Real Madrid peut nourrir des regrets parce que en face, j'ai aussi trouvé, pour parler un peu de l'Atlético, un Atlético assez pauvre. Même Sorloth, je ne l'ai pas trouvé très inspiré quand il avait la balle. Je trouvais que c'était lourd, que c'était compliqué. Alors que franchement, la ligne d'attaque au départ, avec Griezmann, avec Sorloth, avec Julián Alvarez, tu te dis que quand même des individualités assez fortes du côté des Colchoneros. Et ouais, j'ai pas trouvé la prestation de l'Atlético digne. Après, comme on l'a dit, un derby de Madrid, c'est pas souvent spectaculaire. Donc, ça m'a moins étonné, mais c'est vrai que le Real Madrid avait un vrai coup à jouer. Et après cette ouverture du score, alors après, on va y revenir juste après, mais je pense effectivement que cet arrêt de match pendant 10 minutes, ça a plus servi à l'Atlético qu'au Real Madrid. Tu trouves que on va dire ce gros fait, enfin c'est pas un fait de jeu, mais cet événement qui aurait pas dû être, a vraiment favorisé l'Atlético pour le coup? Alors favoriser, je dirais pas favoriser en soi, mais je pense que ça a cassé une dynamique et j'ai trouvé que l'Atlético vers la fin a plus poussé. Est-ce que c'est lié ou pas? On le saura jamais de toute façon, parce qu'on peut toujours réécrire l'histoire, mais force est de constater qu'il y a eu un arrêt quand même qui a été fait en plein match, un retour des vestiaires, ils sont revenus à Après, terrain. ouais, après Ça n'explique pas tout, attention, hein, oui, mais on peut quand même souligner le fait que bon après il y a eu le but, hein, il y a eu le but de Militao. D'ailleurs, passivité, puissance 1000 de la défense ouais. de l'Atlético sur le but, hein. Llorente et Lino se font complètement avoir là-dessus. Mais par contre, on peut quand même souligner le fait que le Real Madrid, alors certes, oui, il y a eu cet événement qui fait que forcément le jeu a été coupé, mais moi je trouve que le Real Madrid a totalement manqué de froideur dans cette rencontre, énormément. Et attention, parce qu'il y a quand même des signes qui ne trompent pas sur ce match-là. C'est une grosse rencontre. Le Real Madrid, on va les attendre aussi sur ces rendez-vous-là tout au long de la saison. Alors après, c'est le Real Madrid, on nous a prouvé tout au long de la saison dernière notamment que ça pouvait être clinique sur ce genre de rencontre sans forcément être resplendissant. C'est la clé, hein, de ce Real Madrid-là sur la campagne 23-24 en Ligue des Champions notamment. Donc pour moi, attention quand même à pas trop s'endormir côté madrilène, enfin côté merengue, puisque tu as quand même Mbappé qui était absent, tu as eu Courtois qui vient de se blesser pour plusieurs semaines, comme l'a dit Victor. Donc petit à petit, ce sont des mauvaises nouvelles, des petites mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, et des résultats comme ceux-là, ça peut avoir un léger impact sur le court terme pour les hommes d'Ancelotti. Donc moi je trouve que c'est pas du tout un bon résultat. Pas forcément sur le plan comptable, mais aussi sur un court moyen terme. Pour moi, ça peut impacter un peu l'équipe.
Non, mais c'est pas en fait, c'est pas dramatique en soi, mais comme tu l'as dit, ça commence à être des petites mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Mm. Après, voilà, en fait, c'est plus une mauvaise opération. En fait, c'était plus l'occasion d'avoir une bonne opération qu'ils n'ont pas faite, parce que tu recollais vraiment au Barça avec une victoire. Et c'est vrai que cette frustration de prendre le but, mais après, voilà, ils sont pas largués en Liga, comme le Barça a perdu. C'est Le Real ça. Madrid n'a pas encore perdu cette saison, quoi qu'on l'en dise. Donc, c'est Non, il faut pas que ça parte dans un cercle vicieux, en fait. Non, mais il n'y a pas de raison, c'est contextuel. Le derby de Madrid, d'ailleurs, sur l'historique des résultats du Real Madrid face à C'est toujours l'Atlético cette sur les dernières histoire-là. saisons, et c'est toujours compliqué. L'année dernière, d'ailleurs, et c'est les deux seuls matchs qui perdent sur l'entièreté de l'exercice 23-24, c'est face à l'Atlético. Et on le sait, ce derby de Madrid, il est toujours très physique et il est loin d'être spectaculaire. Moi, je notais surtout un déchet technique que j'ai trouvé d'une certaine rareté sur les derniers affrontements. Là, on avait vraiment passé un niveau. Et il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter du côté du Real, parce que dernièrement, l'intégration d'Mbappé se passait de mieux en mieux. Franchement, ça montait en puissance. Là, il y a un petit coup d'arrêt, mais parce qu'il y a le but. En fait, cette frustration est uniquement liée au but, parce que lors des 45 premières minutes, moi, j'avais vraiment ce sentiment qu'aucune des deux équipes cherchait à perdre, en fait. Parce que ce point du match nul, au vu de la défaite du FC Barcelone, a arrangé autant le Real que l'Atlético. En plus de ça, on avait deux systèmes de jeu qui se superposaient l'un l'autre. 4-4-2 à plat d'Ancelotti à la perte du ballon, 4-4-2 à plat de Diego Simeone à la perte de ballon. Donc finalement, les deux équipes se neutralisaient. Et donc dans cette conquête de points, on est frustré si on est supporter du Real parce qu'il y a cette égalisation en fin de match. À part ça, sur le contenu global, il y a beaucoup de choses à en tirer parce que Ancelotti est revenu à son 4-4-2 en losange, mais il y avait un manque cruel de créativité, encore une fois, au milieu de terrain. Le manque de Toni Kroos, il est abyssal, et on s'en rend compte, peu importe le schéma de jeu, c'est tellement dur de le remplacer. Et voilà, donc oui, tu perds 2 points parce que but en fin de match, mais le match était tellement compliqué. Un match nul au Civitas Metropolitano, avec en plus ce qui s'est passé durant la rencontre. Allez, on prend. Alors, moi j'aimerais quand même avoir ton avis, Alan, sur le match. Est-ce qu'on peut parler plus de défaillance côté Real Madrid ou plus de réussite côté Atlético? Bah écoute, c'est vrai que la copie, comme elle a été dite, elle est brouillonne du Real Madrid. Et pourquoi elle est brouillonne? Parce qu'il y a certaines individualités qui, bah, selon moi, n'ont pas répondu présent. On parle de l'absence de Toni Kroos. Justement, je trouve que le match de Tchouaméni hier est très compliqué. Je trouve un peu paumé dans ce schéma de jeu avec Ancelotti cette saison. Il va se reprendre, hein, il est encore jeune, etc. Mais c'est vrai que il a été en difficulté dans la construction et à la récup aussi. Donc, attention à lui. Et Rodrigo aussi, que je trouve en attaque, qui n'est plus le même que celui qui était l'année dernière, beaucoup moins clinique, beaucoup maladroit aussi. Hein. Donc forcément, qu'il y a des individualités qui galèrent, parce que le Real n'a pas la réussite de l'année dernière au vu de la saison stratosphérique qu'ils ont fait, forcément, ça crée une balance assez néfaste. Mais bon, moi, je ne m'inquiète pas trop pour le Real Madrid, parce que mine de rien, au niveau comptable, ramener un point du Metropolitano, ok, sur les faits, c'est dommage parce qu'il y a un but en fin de match. Mais l'Atlético, quand même, à domicile, c'est toujours très, très, très compliqué. À part Bilbao et le Barça l'année dernière, ils n'ont quasiment pas perdu chez eux. Donc, c'est un point qu'il faut prendre. Ils ne sont pas du tout décrochés au classement, loin de là. Ils ont 3 points de retard face au Barça. On verra par la suite. Mais oui, j'ai trouvé que c'était un match comme on a l'habitude entre ces deux équipes, très hachées, et où il y a eu des péripéties tout au long du match. Justement, tu parlais de Rodrigo, Alan. Est-ce que tu penses que le contexte lié à l'arrivée notamment d'un Kylian Mbappé, parce que c'est beaucoup ce qui ressort dans certains médias, peuvent nuire aux performances du Brésilien, à ton avis, ou pas? Ah bah oui, complètement. C'est vrai que il était super à l'aise dans son rôle la saison dernière. Là, dans le schéma qui a été proposé qu'Ancelotti, il jouait à la place d'Mbappé au lieu de jouer à la place où il jouait l'année dernière, où il était plus cantonné à un rôle à droite. Je trouve que c'est compliqué pour lui, parce que c'est quand même un joueur qui est hyper jeune, qui était sur une très bonne lancée. Faut voir après, hein, forcément, le temps que ça s'acclimate, le temps que la mayonnaise prenne. Mais quand je vois les performances de Brahim Diaz aussi, notamment, qui est encore meilleur que la saison dernière, qui est Vinicius, qui est toujours, moi je trouve, aussi percutant. Bien Le sûr. fait que Rodrigo, ça soit le joueur le moins en vue dans un derby, avec Tchouaméni aussi, hein, que je pointe du doigt, c'est dommage pour lui, mais bon, il peut se relancer. Mais c'est vrai que c'est dommage de le voir sombrer comme ça.
Mais c'est clair que ça doit jouer l'arrivée d'Mbappé, je pense quand même dans la tête de Rodrigo. C'est un petit peu ce qu'il avait sous-entendu quand on a eu cette balance à un moment de savoir est-ce qu'il allait partir du Real ou pas. C'est un peu la cinquième roue du carrosse, lui, à chaque fois où on sait pas, on le positionne en attaque là où il reste de la place, alors que c'est un gars super, super talentueux. Donc peut-être que ça peut jouer sur ses performances. Je pense que rien que mentalement, ça doit jouer l'arrivée d'Mbappé dans sa tête. Victor, est-ce que toi, qui suis le Real, tu penses que tout ça est lié quand même à la situation autour de son poste qui est peut-être un peu incertaine avec l'arrivée d'Mbappé? Ça peut jouer quand même. Alors, de ce qu'on sait, évidemment que l'arrivée de Kylian Mbappé représente un défi de taille pour Rodrigo, que forcément, il y a un moment donné, d'ailleurs, Carlo Ancelotti, dans les grosses rencontres, lorsqu'il pourra compter sur son contingent complet, notamment le retour d'Eduardo Camavinga, il va devoir trancher si on garde une attaque à 3 ou si on repasse sur ce milieu en losange avec en pointe Vinicius Mbappé. Pour l'instant, le questionnement ne s'est pas posé à Carlo Ancelotti au vu de toutes les blessures au milieu de terrain. Il a toujours pu aligner les trois. Là, il y avait en plus de ça la blessure de Mbappé. Donc, on en attendait forcément un peu plus de Rodrigo sur cette rencontre. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est simple. Je crois qu'hier, il a réussi 0 dribble sur la rencontre. Il a perdu l'entièreté quasiment de ses duels. Et en plus de ça, il a eu une occasion très franche sur une combinaison sur corner en deuxième période où il rentre pas assez dans le ballon et le ballon s'envole malheureusement. Par contre, voilà, moi je vais pas être aussi catégorique que vous sur le début de saison. Par exemple, je trouve que c'est Vini, celui qui a raté pour l'instant le début de saison d'un point de vue individuel. Depuis 2 matchs, ça va beaucoup mieux. Son match hier notamment était très bon même. Kylian Mbappé lui a été décisif maintes et maintes fois et a été protagoniste. Et Rodrigo, sincèrement, depuis le début de saison, voilà, il est obligé de s'adapter, on est d'accord. Coller la ligne lorsqu'on est sur un 4-3-3 à droite, ce n'est pas sa zone préférentielle, mais il a bien compris que c'était impossible désormais d'aller sur le flanc gauche dans les zones de demi-espace parce que Kylian Mbappé et Vinicius en raffolaient tellement que là, ça créait en permanence une surcharge. Donc, les performances de Rodrigo ne sont pas moins bonnes. L'année dernière, il a vraiment réussi 6 premiers mois excellents et 6 derniers mois un peu plus mitigés. On va voir si, à l'avenir, un rôle de super sub ou il va avoir beaucoup de titularisation, c'est pas le débat, mais dans les grandes rencontres, retourner un rôle de super sub en fonction de comment Carlo Ancelotti veut animer son équipe dans les grands matchs, ça peut aussi lui être utile. Mais sincèrement, d'un point de vue global, pour l'instant, Rodrigo donne vraiment motif de satisfaction. Ouais, mais il y a aussi, je voulais rajouter le fait qu'il soit pas dans les ballons d'or. Il avait fait une petite phrase, un petit post Ça oui, ça Insta. l'a affecté. Ça oui, Ça l'a on le sait, ça l'a affecté. Il a communiqué dessus. Carlo Ancelotti a discuté avec lui vis-à-vis de ça. Et Il y que a pas oui, une histoire avec le groupe WhatsApp aussi où il était. il avait dit faut pas oublier le R. Voilà, Voilà, n'oubliez tout pas ça. le R quand vous parlez. Non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses depuis le début de saison. Il y a aussi beaucoup, attention, par exemple, il avait donné une interview à ESPN Brésil qui a été repris par beaucoup de médias en pensant qu'il parlait du Real Madrid quand il disait je suis valdingué à droite, à gauche, je joue pas dans mes positions préférentielles. Il parlait de lui au Brésil. Mais on a tout de suite repris ça en pensant qu'il parlait du Real. En fait, Rodrigo aussi se met dans des positions assez délicates. Le club lui a fait remarquer 2-3 fois attention, parce qu'on le sait que le Real Madrid, c'est une vraie institution au niveau de la communication. C'est très fermé. Et Rodrigo, déjà l'année dernière, souvenez-vous, avant la finale contre Dortmund, il avait eu des déclarations très maladroites dans la presse en évoquant son avenir avant une finale de Ligue des Champions. C'est ça que je faisais référence, ouais. Voilà, ça n'avait pas du tout plu à Florentino Pérez. Le club lui avait fait comprendre. Carlo Ancelotti lui a fait comprendre aussi cette saison que voilà, il va falloir se battre sur le terrain. On peut donner l'exemple d'Eduardo Camavinga ou de même d'Aurélien Tchouaméni qui ont toujours dû se battre pour avoir une place de titulaire ou autre avec des joueurs avec plus d'expérience, plus de renommée mondiale comme Toni Kroos ou Luka Modric. Là, voilà, Rodrigo, il le sait. Il y a du travail et il est moins bankable. Il souffre de ça, moins bankable que les deux autres. Maintenant, sur le terrain, sincèrement, son niveau, et je le considère un cran en dessous, mais il a un potentiel de malade et qui sera formidable au Real Madrid. Alors, messieurs, moi, je voulais vous poser un dernier angle sur ce match-là. C'est voilà, le point comptable. C'est mon côté métier de finance, ça. 3 points séparent le Barça et le Real Madrid à la fin de cette 8e journée. L'Atlético est à 5 points, une occasion manquée de revenir sur le leader catalan, puisque le leader a perdu
à Osasuna, 4-2, une défaite assez marquante, hein. Un petit coup d'arrêt côté catalan, Imad, puisque un peu plus tôt, enfin un peu plus tôt, il y a une semaine, il y avait la défaite à Monaco en Ligue des Champions qui avait marqué un premier coup dans la saison barcelonaise. Mais est-ce qu'on peut concrètement parler de très bonnes occasions manquées, de recoller un petit peu au Barça, que ce soit du côté merengue ou du côté des colchoneros, puisque même si il y a 5 points, l'Atlético Madrid avec 2 points de plus aurait pu mettre une pression et au Real et au Barça. Après, vous allez me dire, il n'y a que 8 journées, mais dans des grands rendez-vous comme ça, les points coûtent cher. Donc est-ce que pour vous, les deux peuvent nourrir des regrets à ce moment de la saison? Alors d'abord, je fais une toute petite parenthèse sur le Barça. Effectivement, le score est quand même, comment dire, retentissant, mais c'est vrai qu'il s'explique par une énorme rotation d'Hansi Flick, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, qui a fait quand même pas mal tourner avec une défense très, 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 très jeune et Pourquoi il inexpérimentée. a fait ça alors que vous affrontez Young Boys à domicile Alors cette moi, semaine? moi, je suis du même avis que toi. Ce qui se dit, c'est que en fait, comme il y a déjà une défaite en Ligue des Champions, il fallait assurer la victoire contre Young Boys Bern et qu'ils a fait tourner. Parce Et que, j'aurais parce jamais que, fait le, tourner à ce point. parce que l'objectif, c'est quoi? C'est le top 8 pour le Barça? Ouais, je En tout cas, c'est pense une qu'ils veulent qualification. clairement. Ouais, mais je pense qu'ils veulent absolument pas rater la qualif. Mais vous savez que le Young Boys Bern cette année, c'est une cata. Alors, je ne suis pas le championnat suisse, mais je crois que sincèrement, ils sont Ouais. ils sont presque Mais- relégables dans le championnat suisse. Genre, Mais, enfin, mais moi, c'est- je suis de ton avis aussi, hein, et je pense qu'en plus, la mauvaise gestion qui a été faite, c'est le fait d'avoir titularisé Lewandowski, d'avoir mis sur le banc Rafinha Yamal, parce que en fait, Lewandowski n'a pas été servi du match, et au moment où Rafinha Yamal rentre, c'est là qu'il le sort, alors que le Barça court après le score, et alors qu'un Lewandowski aurait pu être utile pour pouvoir marquer. Donc, en gros, pour pas m'éloigner trop du sujet principal, juste pour dire que voilà, ce score du Barça, pour moi, il n'est pas significatif sur la bonne dynamique qu'ils ont eue. Le Barça a pas mal fait tourner sur ce match-là. Ce qui serait intéressant de voir, alors par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'absents au Barça et que quand le Barça veut faire tourner, tu peux pas trop compter sur les joueurs de rotation, en tout cas pas tous. Après, occasion manquée, moi en fait, je fais la part des choses, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu manques une bonne opération que tu fais une mauvaise. La bonne opération aurait été de gagner pour se rapprocher du Barça. Après, ne pas avoir gagné ne fait pas comme tu l'as dit, de ça une mauvaise opération, puisque tu restes à 3 et à 5 points du Barça. Il y a un Classico en fin de mois. Le Barça va même enchaîner avant le Real Madrid un match contre le Bayern. Donc, il y a des dynamiques qui vont changer. Il va y avoir une trêve internationale. On sait très bien qu'il y a certains clubs qui souffrent parfois de joueurs blessés au retour de ces trêves internationales. Donc, il y a beaucoup de paramètres en compte. Et très souvent, le mois d'octobre est un mois décisif, un premier tournant en tout cas dans la saison. Donc, je dirais pas que c'est une mauvaise opération qu'ont fait les deux clubs madrilènes. Ils ont manqué une bonne opération, certes, mais 3 et 5 points, c'est pas, voilà, c'est pas dramatique. Non, enfin pas à ce moment-là de la saison en tout cas. Non. Mais c'est vrai que on aurait pu penser que revenir proche, enfin du moins plus proche du Barça, avec la légère défaillance qu'il y a en ce moment, pourrait peut-être jouer sur le mental de certains côté catalan. D'ailleurs, pour compléter, pour faire un petit complément d'information sur ce que disait Victor, les Young Boys, en effet, sont des ogres en Suisse, puisqu'ils sont littéralement avant-derniers du championnat. Voilà. Avec Donc, seulement rotation, donc encore plus la rotation Voilà. que je ne comprends pas à titre personnel. Moi, avec seulement en tout cas, à ce 6 point- points, avec seulement 6 points pris en 8 matchs. Mais en plus, Osasuna à l'extérieur. à l'extérieur, Enfin, c'est pas facile. C'est tellement alors, pas le match. il n'y a plus Arrasate et tout, mais Non, depuis mais c'est toujours Arrasate, dur, c'est hein. une équipe très sérieuse. Et c'est Zaragoza, comme il s'appelle, sur l'ailier là prêté par le Oui, Bayern. Brian Zaragoza. Brian, Oui. qui nous a fait mal avec Grenade l'année dernière Oh, déjà. son but. il est Oh là incroyable, là ce là mec, là comme là ça. là. Incroyable. Non, mais on Ah oui. a mangé des sacrés bangers. Mais en plus, Osasuna qui fait un bon démarrage, hein, malgré tout. Oui, et à l'extérieur, c'est jamais facile de les battre là-bas, hein. Mais moi, je suis persuadé que c'est la direction du FC Barcelone qui a touché 2 mots à Hansi Flick. Parce que là, sincèrement, la Liga, c'est très bien, mais je sais que le FC Barcelone a besoin économiquement, de faire un excellent parcours en Ligue des Champions. Et donc, finir dans les 8 premiers te donne déjà l'assurance d'être directement qualifié en 8e et tu gagnes beaucoup plus d'argent au niveau de la qualif, donc directement en 8e. Donc ça, je suis sûr que c'est un mot de Laporta ou du board du FC Barcelone qui a dit à Hansi Flick, mec, voilà, Monaco, faut pas. Là maintenant, il faut régler ça et il faut être sûr à 2000% de s'assurer la victoire face aux Young Boys. Mais d'un point de vue sportif, c'est ridicule.
Il y a des deux aussi. Je pense déjà s'assurer la victoire du Young Boys et je parlais avec d'autres gens aussi, éviter peut-être les blessures parce que le Barça est tellement handicapé par les blessures. Tu te dis peut-être qu'il fallait faire tourner contre Osasuna pour éviter quelqu'un qui se blesse avant un Young Boys Bern, sachant que derrière, tu as l'Atalanta, tu as le Borussia, tu as le Barça, tu as le Bayern, pardon. Donc, ouais, je pense qu'il a voulu faire tourner, mais moi, je suis pas d'accord et pas à ce point. Tu laisses pas 3 titulaires sur le terrain, Ouais. sachant que déjà, tu as énormément de blessés. Et puis, T'as même pas de rotation, c'est des jeunes, Non, c'est pas des genres de et rotation. c'est ce que j'allais dire. En fait, le problème au Barça, c'est qu'il y a des exceptions comme Koubarsi-Yamal, mais alors le Dominguez, le Gérard Martin en latéral, ça n'a pas le niveau même d'un club moyen de Liga déjà. Et sans Actuellement, manquer de respect. on Actuellement, verra après, plus tard, évidemment, mais tu peux pas tout de suite les envoyer 19 ans, titulaire, Et charnière. je crois qu'il y avait même un joueur de 26-27 ans du nom de Ferran Torres qui a pas le Oui, niveau mais non Ferran plus, Torres, espagnol, si je peux me permettre. non, mais Ferran Torres, ça fait des années que pour moi, il doit plus rien faire au Barça. Ah oui, Ferran non, Torres, mais, Laissez ce bon vieux Ferran tranquille, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Il vous a rien demandé. Karim te demande dans le chat comment tu accueilles l'arrivée de Chesney rapidement. Comme ça, après, on passe au prochain match. Bah, par rapport aux joueurs qui étaient comment dire, sur la liste, il y avait Chesney, il y avait Navas. Alors moi, personnellement, Navas, le problème, c'est qu'il est joué au Real Madrid. Ça peut être un problème pour certains, ça un autre problème pour certains. Pour d'autres, c'est pas un problème. Il y a aussi le fait que ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué dans un grand club européen. Il a pris Nottingham, du poids, sa dernière Nottingham. expérience. Donc c'est ce petit truc. Pourtant, moi, j'aime beaucoup Navas. Bien que je sois Blaugrana, j'aime beaucoup Navas, mais c'était pas la meilleure option pour moi et je pense que Chesney parmi tous les prétendants qu'il y avait, donc, je préfère ça plutôt que garder Peña titulaire jusqu'en janvier. Ouais, gros coup dur la blessure de Ter Stegen malgré un début de saison compliqué pour l'Allemand. Mais bon, ça va être intéressant de voir comment Chesney va s'intégrer dans ce groupe, lui qui avait décidé quand même de prendre sa retraite, on le rappelle. On va passer au second match qu'on va traiter dans cet épisode. Vous le savez, on avait aussi prévu de parler du match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Match qui s'est terminé là aussi sur un match nul. Pas de gagnant ce week-end dans les grosses rencontres. En tout cas dans ces deux-là. Match qui a été plutôt intéressant à regarder puisque on a vu des champions sortants être assez pressant dès le départ, avec ce but d'Andrich à la 30e minute. Et puis, une réaction assez rapide quand même des hommes de... j'ai perdu le nom de Vincent Compagnie. Non, de Vincent Compagnie. De Vincent Compagnie, du coup. Parce qu'il n'est pas, pas encore de l'autre côté. Il n'est pas encore de l'autre côté, Alan. Encore. Il faut suivre. Il n'y sera pas. Au Real. Au Real, bien sûr. Mais voilà, j'ai constaté, moi, une belle réaction quand même, parce que Pavlovic, d'ailleurs, qui a sorti un très gros match. Ouais, et puis un but magnifique, et puis il a sorti un très gros match aussi. Lui qui s'était pas mal montré lors d'un certain match contre le Real Madrid en Ligue des Champions, en demi-finale retour, et montre que, en effet, il est capable de sortir des très très gros matchs comme ça. Et donc voilà, on a eu match nul un partout, avec peut-être, pas forcément de regrets, puisque là, les deux équipes sont toujours leaders du championnat, enfin dans les 4 premiers du moins, puisque le Bayern redescend à la 4e place avec ce match nul, puisque l'Eintracht, qui fait un très bon début de saison, est passé 2e et Leipzig était en 3e position. Qu'est-ce que vous voulez dire de ce match, messieurs? Est-ce que là aussi on peut parler de regrets pour l'une des deux équipes? C'est vrai qu'à l'inverse du derby de Madrid où on savait que ça allait être haché, le top speed, là, le Bayer Leverkusen-Bayern Munich, on s'attendait vraiment à un match spectaculaire. Et moi, perso, j'étais un peu déçu quand même du match. Je m'attendais quand même à mieux. C'est vrai qu'il y a 2 super beaux buts, mais dans le contenu, je trouve que c'était trop compliqué. Je trouve que Xabi Alonso a essayé justement de contrecarrer les plans du Bayern en étant super défensif, alors que c'est une des meilleures attaques de Bundes. Je crois que c'est à 19 buts en 6 matchs. Là. C'est 6-7 matchs, donc c'est une très très bonne attaque encore cette saison. Donc, j'étais un peu déçu quand même de ce qu'a voulu mettre en place Xabi Alonso. Il n'était pas très ambitieux. Et le Bayern qui a lutté pour au final gagner un point du nul à la maison. Mais je te rejoins par contre, Quentin, sur Pavlovic. C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant. Il n'a que seulement 20 ans, faut le rappeler. Mais il a quand même beaucoup de personnalité. Et se payer le luxe de passer devant Goretzka et Palinha, qui a été recruté super cher à l'intersaison, et Konrad Laimer aussi, même si lui, c'est plus un second couteau.
Je trouve ça très fort de sa part et je pense qu'il va nous étonner cette saison. Je trouve que Kompany vont en faire un titulaire indiscutable, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais oui, globalement, moi, je m'attendais quand même à mieux de ce match, surtout qu'on connaît l'historique entre les deux clubs. C'est toujours des matchs assez fous, mais le rendu, voilà, au niveau comptable est bon pour les deux, hein, on va dire. Puis Xabi Alonso qui ne perd toujours pas face au Bayern, c'est assez fou. Vas-y, Mado. Ouais, pas de regret dans le sens comptable, puisque le Bayern est toujours devant. Le Leverkusen était venu pour ne pas perdre, donc au final, pas de regret par rapport à ça. Mais sur la rencontre, je pense que le Bayern Munich peut nourrir des regrets de ne pas avoir gagné, bien qu'il soit leader, mais quand même, il y avait largement la place de l'emporter. Voilà, ils n'ont pas fait énormément preuve de réalisme. Le Bayern Leverkusen a joué très défensif. Ouais, je rejoins Alan, c'est dommage. Après, tactiquement, Xabi Alonso cherche à ne pas perdre, il n'a pas perdu au final. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi son pari? Mais alors, par contre, le corner, on parle du beau but de Pavlovic, mais la combinaison sur corner était vraiment magnifique aussi de la part de Leverkusen. Et Pavlovic est fautif sur le corner. Oui. Il concède un corner bête en Oui. plus. Ah bah ouais. Et ouais, et c'est ça, c'est le Leverkusen en plus apparemment est assez bon sur corner. Donc c'est sur leur force qu'ils ont. C'est pour ça que je dis que tactiquement peut-être que le match est réussi de leur part puisqu'ils n'ont pas concédé, ils ont marqué sur leur force. Donc au final, pas de regret à ce niveau-là, mais regret pour le Bayern Munich de ne pas avoir gagné. Pour compléter ce que dit Imad, évidemment, regret pour le Bayern Munich parce que la domination, notamment en seconde période, en fait, on a eu une première mi-temps animée. Je rejoins Alan et Imad, hein. Le match était décevant, mais la première mi-temps était animée parce qu'on a eu donc un choc un peu en termes de stratégie où on a eu un Bayer Leverkusen très bas qui a décidé de punir en contre-attaque, de prendre Vincent Kompany à son propre jeu. On sait que Vincent Kompany, c'est un entraîneur conquérant en termes de territoire et il aime avoir ses joueurs très hauts sur le terrain. Alors, un peu comme Nagelsmann, par exemple, pour vous citer un peu, c'est assez similaire au Bayern de Nagelsmann. Et là, il a voulu contrer. Ils ont réussi à piquer les Leverkusen sur leur premier tir. Je crois que le match finit à 18 tirs à 3, ou quelque chose comme ça. Vraiment, les Leverkusen a été très inoffensif. Mais ils ont été piquants en première action, réalisme. Et durant le reste de la première mi-temps, j'ai trouvé que défensivement, ça coulissait très bien du côté de Leverkusen. Ça bloquait assez bien les offensives du Bayern. Boum, banger de Pavlovic. Ça revient sur un pied d'égalité. Et on a eu une deuxième mi-temps, les amis, ronflante parce que là pour le coup le Bayern a décidé, j'ai senti d'ailleurs les hommes de Xabi Alonso physiquement vraiment down durant cette deuxième mi-temps, vraiment baissé de régime et alors que le Vincent Kompany et son équipe bavaroise ont pu s'installer définitivement dans la partie adverse, proposer leur jeu, se montrer dangereux 2-3 fois, mais malgré tout, cette deuxième mi-temps a été vraiment très ennuyante. Le match a été décevant, mais j'ai senti une gestion de la part de Xabi Alonso qu'on n'avait pas encore vraiment vu depuis l'année dernière, où on était toujours un peu dans l'euphorie, dans la déstabilisation tactique, dans la prise de contrôle. Là, il a laissé volontairement, je pense, le contrôle à Vincent Kompany. Alors pour lui, c'est un bon résultat, un partout à l'Allianz Arena. Je dis pas de bêtises, j'ai peur à chaque fois de citer le stade de Nice. L'Allianz Riviera. Voilà, c'est ça. Allez, à l'Allianz Arena, merci. Mais le Bayer Leverkusen, bon point. Par contre, le Bayern, moi, peut nourrir de grands regrets au vu de la domination. Et puis, ça leur aurait permis de prendre un avantage considérable sur le champion en titre qui est Bayer Leverkusen. Alors, ce qui change. Vas-y. Non, vas-y, Matt, termine là-dessus. Moi, j'avais un autre. Ouais. Vas-y. Ce qui change pour Xabi Alonso, je pense, cette saison, c'est que c'est pas le même Bayern que l'année dernière. Et il n'avait pas cette opposition de l'année dernière. Affronter justement un rouleau compresseur, un bon Bayern Munich en tout cas, sans enlever évidemment tout le mérite que le Leverkusen a eu la saison dernière. Mais c'était pas il n'y a pas eu ce cadre-là l'année dernière. Et c'était la première fois justement qu'on a pu le voir dans ce type de schéma. Tu sais que le Bayern de Kompany, très très intéressant. Je te laisse Quentin, mais Kompany est en train de faire du très très bon travail, tout en il arrive à bien mixer ce mélange d'expérience, de jeunesse, Pavlovic, etc. Il se repose un peu sur ce qu'a fait Thomas Tuchel l'année dernière, si on peut rendre un tout petit peu de légitimité à Thomas Tuchel, parce que c'est lui qui a lancé Pavlovic, hein, et pour l'instant ça marche vraiment bien. En tout cas, ils sont beaucoup plus offensifs, beaucoup plus entreprenants là où ils étaient. Je les trouvais en tout cas très peureux sous Thomas Tuchel. Et justement, on avait un peu de crainte avec Vincent Kompany quand il est arrivé de Burnley.
On avait eu des échos pas très reluisants de lui, notamment relayés par la presse anglaise, hein, sur son passage, notamment sur la saison Première Ligue de Burnley. Donc on pouvait avoir des craintes, hein, sur l'arrivée de Vincent Kompany en terre bavaroise. Mais moi, je voulais quand même qu'on revienne sur le Bayer Leverkusen, messieurs, puisque, on l'a dit, c'est un match très décevant de la part des hommes de Xabi Alonso, avec seulement 3 tirs. Le paradoxe de cette rencontre, c'est que la mi-temps où il y a le moins d'expected goals, c'est celle où ils ont marqué. 0,04 d'XG alors qu'il y a un but quand même, hein. Pour un total fabuleux sur le match de 0,14. On avait l'habitude de voir cette équipe l'année dernière être force de proposition en attaque. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de complications de par un Bayern Munich qui a très bien joué son match et qui peut nourrir des regrets. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les gars, là-dessus. Sur la physionomie de la rencontre, en tout cas sur l'aspect statistique, le Bayern Munich a totalement dominé le Bayer Leverkusen. Mais est-ce que on peut pas être un peu plus... Enfin, moi, je trouve qu'on est encore un peu trop gentil avec le Bayer Leverkusen. Est-ce qu'on peut pas commencer à être un petit peu plus méchant sur la façon dont on va analyser cette équipe? Parce que je trouve qu'il y a encore l'embellie de cette équipe qui a fait une fabuleuse saison en Allemagne, en Europe, avec la Coupe d'Allemagne, etc. Tout ce que vous voulez. Mais je trouve que le début de saison, alors ça vaut ce que ça vaut, il n'y a pas beaucoup d'écart avec le Bayern Munich, mais par rapport à la saison passée, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. Mais les standards, ils sont trop hauts. Oui, c'est ça. Les standards, ils sont trop hauts aussi. Oui, mais, C'est ça. oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à la saison dernière, tu veux dire? Ouais, par rapport à la saison oui. dernière. Mais parce que si tu compares à la saison dernière, oui. Si tu compares sur ce début de saison, en soi, il y a qu'avant ce match nul, il y a que la défaite contre Leipzig, si je dis pas de bêtises, de la part de Leverkusen. Oui. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore de quoi sonner l'alarme. Effectivement, c'est pas aussi Mais pas du tout, grandiose que l'année dernière, mais pour le moment, c'est Non, pas. non, non. Peut-être que Je commence tire à avoir pas. Je tire pas de sonnette d'alarme, hein, Imad. Je dis juste que il faudrait peut-être faire un peu attention. Être un peu plus intransigeant, Voilà, tu veux dire, exactement. Parce que Bah, je trouve que personnellement, le fait, Bayern, il y aura si le Bayern sort cette performance-là, la saison dernière contre le Bayer Leverkusen, on leur tombe dessus, on les déglingue. Là, je trouve qu'on est trop gentil pour le coup. Là, si tu veux leur tomber dessus, il y a le match contre Leipzig. Pour moi, qui est symptomatique d'une équipe qui, cette année, est mentalement un peu plus friable. Ouais. Parce qu'ils se sont fait remonter, ils menaient 2-0, ils se sont fait remonter, et que malgré le fait qu'ils continuent à avoir cet exploit à chaque fois de remporter les matchs dans le Shabby Time, désormais on peut l'appeler comme ça, cette année on a senti que mentalement c'est un peu plus dur. Et de toute façon, c'est éprouvant d'avoir réalisé un tel exploit l'année dernière, ça pèse sur tes épaules en permanence. Je pense que la défaite contre Leipzig, on peut leur tomber dessus, mais c'est aussi un mal pour un bien, ça les libère d'un poids. Et la performance là face au Bayern, c'est un déplacement face au Bayern sur leur pelouse. C'est pas encore le moment de l'être. Il faut aller chercher au minimum le résultat. En plus de ça, sur la physionomie de la rencontre, je le répète, mais j'ai senti vraiment que physiquement, le Bayern avait vraiment baissé de régime en seconde période et que c'était très compliqué. Je pense que là, Xabi Alonso, il a essayé de s'adapter. On peut voir ça chez Arteta avec Arsenal. Plus d'une fois, lorsqu'il a fallu faire le dos rond lors des gros matchs, il l'a fait. Là, c'est un peu Xabi Alonso, c'est adapté. Tactiquement, a vu que potentiellement le Bayern était supérieur physiquement et peut-être même tactiquement sur cette rencontre. Il a adopté une stratégie plus défensive. On peut être dur avec le Bayern, mais c'est pas encore le mot avec le Bayern, pardon. Exactement. C'est pas encore le moment. Et en plus de ça, il y a des matchs références. La première journée en Ligue des Champions, je crois que ça colle 4-0. Je ne sais plus contre qui ils ont joué. Feyenoord. Voilà, contre Feyenoord. Feyenoord, c'est comme ça. Feyenoord, attention, l'année dernière, très solide en Eredivisie. C'est une des meilleures équipes qu'ils ont joué sur le début de saison avec Leipzig et le Bayern. Et Leipzig, tu perds. Bayern, tu fais un partout. Bon, voilà. Moi, c'est une grosse contre-performance contre l'AC Milan. Je dis pas une défaite, mais vraiment une contre-performance. Là, je serais d'accord avec toi, Quentin, c'est-à-dire, c'est pas parce que justement, il y a ce côté attachant de cette équipe de Leverkusen qu'on a eu l'année dernière, qui font l'exploit, tout le monde les aime. Là, oui, il faudra être un peu plus intransigeant avec eux. C'est mais ça. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on a eu la nostalgie de la saison dernière qu'on doit être lisse avec eux. Mais je pense que c'est pas encore le moment de leur tomber dessus. Non, parce que, en fait, il moi. y a le mercato aussi. Ils se sont bien renforcés. Moi, je trouve aussi qu'il faut que les recrues s'incorporent. Les Martin Terrier, le joueur de Girona, là, qui n'a pas joué, d'ailleurs, Alex Garcia,
qui n'est pas rentré. Ah, Il les y a, joueurs. il y a des joueurs qui arrivent aussi qu'il faut qu'ils se mettent un peu dans le. Mais tu dans vois, le ce diapason. mercato, tu fais bien de le citer, parce que je trouve que c'est un indicateur que le club n'a pas passé un stade. Les joueurs qu'ils ont recrutés, ce sont des bons joueurs, hein, des très bons joueurs, mais ce ne sont pas des tops. C'est Oui. aucun top à leur poste. Donc en fait, Ah oui, pas ça. ils continuent avec grossièrement la même qualité d'effectif qu'ils avaient l'année dernière, avec donc cette continuité. On va pas se mentir, il y a des joueurs l'année dernière qui ont sûrement surperformé également. Donc là, si tu regardes l'effectif sincèrement du Bayer Leverkusen, ils n'ont aucun top player. Alors ils ont Granit Xhaka qui nous a sorti une saison exceptionnelle, Florian Wirtz, on est bien d'accord, donc j'ai dit aucun top player, je suis un menteur. 2 top players. Oui, quand même. 2 top players, et donc, mais le reste, ce sont des joueurs, c'est pas des joueurs mid, ce sont des bons joueurs, des très bons joueurs de Bundesliga, et au grand maximum des bons joueurs en Europe. Avec des potentiels, Tapsoba peut, sur une saison, 2 saisons, pourquoi pas exploser. Boniface, on ne sait pas encore c'est quoi exactement son plafond. Mais voilà, Martin Terrier, on sait ce que ça vaut. Garcia, on sait grossièrement ce que ça vaut. Andrich, on sait ce que ça vaut aussi. Grimaldo, il a surperformé l'année dernière. Ça reste un très bon, un très bon Justement, latéral. Victor, Mais justement, on sait ce qu'ils valent. Justement, c'est ça. C'est Mais pour donc, ça. ouais, mais il faut pas prendre la saison dernière comme un indicateur, comme comment on dit, comme un sol, comme un, j'ai pas le terme. Un plancher. Comme un plancher. Voilà, pardon, excusez-moi. Il faut surtout pas prendre la saison dernière comme un plancher, mais plutôt presque comme un Comme un plafond. exploit. Voilà, Ouais. c'est plutôt presque comme Je suis un d'accord. plafond. Donc, faut les juger sur cette saison. Il y a des choses qui sont bien, moins bien. Si tu compares à l'année dernière, c'est tellement un épiphénomène. C'est comme si tu jugeais Leicester 2017 sur Leicester Exactement. 2016, entre guillemets. Hein. Ou même dans une moindre mesure, mais il y a d'autres équipes comme par exemple, je prends l'exemple de Girone en Espagne, tu vas pas réattendre exactement la même saison. Non, mais oui, là, voilà. c'est pas Même si pareil. c'est pas exactement pareil. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Leverkusen, c'est une équipe qui a fait une saison vraiment extraordinaire. La barre a tellement été placée haute. Je pense que les gens s'attendent pas à ce qu'ils refassent. Alors, s'attendent quand même à une équipe séduisante et bonne, mais et si Ouais, je pense séduisante, c'est le minimum. C'est vrai que ouais, c'est voilà, Oui, séduisant. voilà, c'est tout ce qu'on Ils demande. nous ont quand même intéressés dans le jeu. Mais je pense pas que les gens s'attendaient. Enfin, je pense pas que les gens soient. Même si on s'attendait quand même à un match assez ouvert contre le Bayern Munich, pour moi, aller chercher le match nul à l'Allianz Arena en voulant un peu fermer, parce que justement, comme l'a dit Victor, physiquement ou tactiquement, tu es un peu en dessous, c'est pas un scandale pour moi. Bon, ouais, Et puis voilà, j'insiste sur le mercato. Si encore il s'était renforcé, s'ils avaient vraiment signé un Ouais, ils top ont pas player passé le sur chaque ligne et que dans la valeur de l'effectif sur le papier, tu es censé passer un cap. Là, en fait, on est de nouveau en mode Xabi Alonso, c'est le marionnettiste. On t'a rajouté 2-3 pièces très intéressantes. Continue à nous faire 2-3 tours de magie. Et c'est vrai que tu as le droit, par contre, d'être déçu, parce que même contre Leipzig, il y avait dans le contenu, la seconde mi-temps, c'était très poussif. On a le droit d'être intransigeant sur ce qu'on nous propose. Maintenant, il faut aussi contextualiser. Déplacement au Bayern, tu ne veux pas perdre. En plus, tu as ouvert le score contre le cours du jeu, etc. Voilà, il y a des circonstances atténuantes, si je peux dire. Bon, messieurs, on va pas se mettre d'accord tout de suite. On va aller sur autre chose. Juste rappeler que le Bayern Munich jouera Aston Villa dans quelques jours en Ligue des Champions. Beau match. Donc, J'ai hâte de voir ça. Mercredi soir, ça va être intéressant. Ça pue la Ligue des Champions des années 80, ça, le Aston Villa Bayern. Exactement. Grave, ouais. Exactement. Et puis, on a aussi, si je me trompe pas, un Bayer Leverkusen AC Milan. AC Milan, ouais. Ouais. Donc, ça va être très, La très. première Ça va être un beau match. C'est la première Ouais. fois de l'histoire qu'ils s'affrontent. Ouais. Ah bah écoute, belle première pour toi, Alan. J'espère que tu. ouais, écoute, hein. En tout cas, tu souffres pas en ce moment avec Milan, ça va. Ça va. Ouais, on a beaucoup souffert au début de saison, hein, quand même. Non, bah ça va. Tu viens de sortir vainqueur d'un derby. C'est vrai, J'aurais c'est pas vrai. pensé, hein, putain. Voilà. Et putain, qui aurait misé là-dessus? Vraiment. Milan est troisième derrière le Napoli et la Juve. D'ailleurs, le Napoli, très bon début de saison en Italie. Mais je trouve que Napoli, si je fais une parenthèse, Napoli n'a pas encore affronté de gros clubs. Bah, ils ont fait le 0-0 contre la Juve, mais ils ont un calendrier, j'ai vu récemment. Ouais, Monza, Cagliari, ouais. Parme. Non, mais ils vont enchaîner la Roma, l'AC Milan, l'Inter, je crois, si je dis pas de bêtises, ils vont enchaîner 4 gros clubs d'un coup. Donc c'est là. Là, le prochain match avant la trêve pour Naples, c'est Como, qui fait un début de saison à la Heidenheim, si on peut comparer. Como, ils ont des vrais moyens, par contre. Oui, par contre, il y a des moyens. Ouais, c'est ça. Donc, et attention, Napoli, Antonio Conte, saison 1, on sait ce que ça donne. Donc, même Sans si compétition européenne. sans compétition européenne, là, vous avez réuni tous les piliers pour une saison extraordinaire de Napoli avec Antonio Conte. Après, Imad fait bien de le rappeler, ils n'ont pas encore affronté de gros, donc les gros tests arriveront, mais ce Napoli d'Antonio Conte va faire mal. Et puis côté Première Ligue,
il s'est passé des choses, puisqu'on a vu Tottenham infliger une belle branlée à Old Trafford aux hommes d'Eric Ten Hag. Ça, c'est toujours du miel sur du pain. Je suis désolé à mes amis mancuniens. Newcastle qui a tenu en échec aussi Manchester City, pardon. Résultat assez intéressant, surtout avec le résultat précédent de City, puisque ce n'est pas Arsenal qui a pris la tête du championnat, c'est Liverpool. C'est Liverpool qui est en tête à la fin de cette journée. Ils ont gagné 2-1 contre les Wolves. Arsenal est juste derrière avec City et Chelsea qui est aussi en embuscade avec Aston Villa. Tous les deux à 2 points de la tête. On aura d'ailleurs l'occasion de parler d'un joueur de Chelsea en fin d'émission. Vous l'avez vu dans le programme, on parlera de Cole Palmer. Non, pas encore, Karim. On n'aura pas ce débat-là aujourd'hui sur la tête d'Eric Ten Hag. Pas encore. Voilà, ça arrivera peut-être un jour. Je pense que les résultats de Manchester United nous pousseront fatalement à le faire. Cette équipe est 12e de Première Ligue, rappelons-le. C'est une catastrophe. Ils viennent de prendre 2 fois 3-0 à domicile. Ah ouais, et puis c'est surtout que voilà, t'as fait match nul contre Twente en Europa League. Twente. Ça peut arriver, ça, après. Oh. Il y a 8 matchs, on s'en fout un peu. Après, je sais pas s'il a fait tourner, parce que j'avoue que j'ai pas vu le match. Il avait fait un peu tourner, il me semble. Voilà, c'est surtout tu joues Tottenham-Liverpool, domicile, Old Trafford, tu prends 2 fois 3-0. Ah, c'est relou. Hein. Sincèrement, c'est chiant. Hein. Putain. Bah, écoutez, messieurs. Les images des fans de Manchester United, je sais pas si vous avez vu après le match contre Tottenham, qui restent dans les tribunes, la tête dans les mains et tout, c'est bouleversant. Ouais. Bouleversant. Ouais, non, ça fait du mal. En fait, c'est tellement un club mythique, mais après, on en parle, enfin, tout le monde en parle, Oui, hein, mais bien sûr. c'est tellement un club mythique, et c'est pas que Ten Hag, hein, sincèrement, depuis la dernière fois que je pense que les fans de United ont un peu vibré, et encore, c'est Mourinho, parce que tout le show autour, tout ça, et les résultats, au moins, tu fais 2e de Première Ligue, et Mourinho l'avait dit, Oui. hein, c'est un des plus grands exploits de ma carrière, on l'avait tous pris pour un fou à ce moment-là, il a dit, bah, vous verrez dans le futur, bah, putain, lui, quand il s'agit de parler d'avenir, c'est quelqu'un, et en plus, il gagne l'Europa League. C'est un peu les derniers grands moments de mon news sur les Mais sinon, avant, c'est dernières années, Ferguson. les gars. Bah oui, Sinon, non, avant, mais c'est Ferguson. ça fait 10 ans. Ça fait C'est le 10 petit ans. pic, c'est tout. Mais c'est Voilà. ouf, hein. Et c'est un petit pic, hein, parce que Ouais, j'aime c'est bien ça. Mourinho hein, et j'aime bien le mettre en avant, mais il faut pas non plus Voilà, c'est faire un des petit tonnes. pic. Mais sinon, vraiment, depuis Ferguson, waouh, 10 ans, United, 10 ans, les gars. 10 ans que terrifiant. United, c'est. Ça Parce fait- que ça fait l'AC peur. Milan, l'Inter Milan, par exemple, ont eu leur période un moment de baisse, mais on les a revus revenir sur le devant de la scène. Voilà, beaucoup l'AC plus Milan a rapidement. bien morflé. Hein. L'AC Milan aussi a bien Ouais, morflé. l'AC Milan, mais on les a Oui. vus remonter depuis. Alors là où Alors, United, putain, Vous savez quoi, ces petites discussions, ce petit chit-chat, comme on dit en anglais, m'inspire un hors-série, les clubs qui ont le plus souffert au XXIe siècle. Les grands clubs qui ont le plus souffert au XXIe Oh, siècle. le Real Madrid. Oh non, le Real Madrid, le 21e Alors siècle. là, je sens qu'on sent un bon sujet où on peut se tabasser la gueule. Ça peut Et être, en plus, ça peut être sympa. il y aura un débat sur le Barça, parce que le Barça a aussi hyper brillé dans le 21e siècle, mais la deuxième partie a souffert. Donc, C'est que vous, c'est marrant quand même. Vous, C'est c'est marrant parce paradoxal. que vous êtes vraiment les dindons de l'Europe depuis 5 ans, alors que vous étiez les. il y a le PSG, il y a les le PSG. princes. Vous étiez Oui. les princes. Non, vous Eh êtes les aussi- gars, Ah, non, non. les gars, il y a le Paris Barça, Saint-Germain. Sur les 10 dernières années, le Barça, vous êtes des ouf. Mm. Après 10 ans, il y a le titre en 2015, mais ouais, je la remontada, tout ça. D'ailleurs, en parlant du PSG, Le 8-2, le 8-2. Ah, ouais. Je les connais tous par cœur. En parlant du PSG, rapide transition. Hein. Vous avez vu la déclat de Luis Enrique sur Je l'ai Dembélé? pas vu. Non, il a Non. dit quoi? Ah, bah, il a légèrement dit que c'était pas si grave qu'il soit pas là, quoi. Ousmane Dembélé? Ouais, bah, il a clairement dit on a perdu des matchs importants avec lui l'année dernière, c'est pas une catastrophe. Ah ouais. Ouais. En gros, hein, c'est pas mot pour mot, mais c'est ce qu'il veut dire. Voilà, Lui, c'est vraiment un Asturien. Putain. Pourtant, Ah, les Espagnols sont pas fans de l'honnêteté. Hein. C'est pas, ça, je vous le dis pour côtoyer un peu les Espagnols. Mais les Asturiens, c'est la mentalité travailleur. Si tu fais pas ton travail, on t'aime pas. Putain, lui, il la représente bien. Bon. Messieurs, passons au troisième sujet de cette émission. On va plus sur un débat global, puisque là, on va parler, bien évidemment, ça a été la bombe de la journée, et c'est le titre même de ce live, la retraite internationale d'Antoine Griezmann, après 10 ans de bons et loyaux services sous le maillot frappé du coq. Notre cher Grisou, Antoine Griezmann, tout ce que vous voulez, a
décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il l'a annoncé aujourd'hui à travers ses réseaux sociaux avec une belle vidéo, en remerciant toutes les personnes de près ou de loin qui ont participé à son aventure sous le maillot de l'équipe de France. Messieurs, c'est une aventure qui a commencé en 2014, avant la Coupe du Monde. Il a été sélectionné sur le rendez-vous de mars, hein, avant Coupe du Monde. Première sélection contre les Pays-Bas, exactement, au Stade de France. Et 10 ans plus tard, voilà, c'est malheureusement terminé. Lui qui a souffert très certainement d'un Euro 2024 raté à titre individuel. Et il avait fait le rassemblement de septembre pour les matchs face à la Belgique et l'Italie. Ça aura été son ciao pantin, ces matchs-là. Donc moi, l'angle que je voulais amener sur ce sujet-là, c'est un peu libre. C'est voilà, votre ressenti sur le passage, sur l'histoire d'Antoine Griezmann sous le maillot de l'équipe de France. Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle d'Antoine Griezmann et de l'équipe de France ? Je sais que toi, que Imad et Alan ont beaucoup réagi aujourd'hui sur Twitter sur le sujet. Imad a une histoire un peu plus particulière avec lui, puisque bon, il a joué du côté du Barça quelques saisons. Oh, mais c'est pas que pour le Barça que je l'aime bien. Oui, Moi, non, c'est mais bien vraiment sûr. Mais il y a un lien c'est un peu plus particulier. Ouais. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup Griezmann, même en équipe de France. En fait, c'est l'histoire, le petit jeune en 2014 qui arrive, que tout le monde voit pleurer à la fin du match contre l'Allemagne, qui après à l'Euro 2016, tu vois qu'il prend confiance et ça devient un vrai leader. En 2018, c'est là que tu vois qu'il devient vraiment qu'il est au summum de sa palette technique et tactique. Moi, Griezmann, ça m'évoque tout simplement l'élément phare du système de Deschamps, le joueur qui a permis, alors c'est un collectif aussi, qu'on a eu un énorme collectif évidemment, il n'aurait pas fait ça tout seul, mais c'est le joueur clé qui a amené l'équipe de France à la gagne, au haut niveau qu'il avait perdu. La reconstruction est passée par lui. Le système en 2016 qui fait que la France est arrivée en finale de l'Euro, c'est passé par lui. Coupe du Monde 2018, il a été un peu plus dans l'ombre, mais il a été très fort. Sa Coupe du Monde 2022 est très sous-cotée aussi. Je l'ai trouvé très bon aussi. Excellente Coupe du Monde. Je crois Voilà. même, j'irais même plus loin que toi sur la Coupe du Monde 2022. Je trouve que c'est sa meilleure compétition sous le maillot de C'est l'équipe sa de meilleure France. compète. C'est sa meilleure compète, ouais. Je suis Complètement d'accord. d'accord. Ouais, moi, ça, c'est pas déconnant de l'entendre en tout cas. Et pour moi, c'est le meilleur joueur de l'ère Deschamps. Ça aurait pu se taper avec Pogba. Malheureusement, après, voilà, ces derniers temps, Pogba, on le voit plus trop en équipe de France. On le voit plus du tout. Ouais, on le voit du plus tout. du tout. Mais Griezmann, non, pour moi, ça m'évoque l'image phare. Et en fait, voilà, je sais que on a souvent du respect pour nos légendes, et moi le premier, mais Griezmann, je le mets très très haut dans les légendes de l'équipe de France parce que tout simplement, il a réussi à. Ce qui est marrant avec la France, je le dis souvent, c'est que quand on regarde depuis 98 sur 7 Coupes du Monde, on va 4 fois en finale, c'est énorme. Et nous, on a banalisé ça, mais c'est un exploit énorme. Et il y a 2 fois où Griezmann nous y emmène en grande partie. Donc, tu es obligé de le mettre très haut dans le rang des meilleurs joueurs de l'équipe de France pour moi. Ouais, moi aussi. Moi, c'est vrai que j'ai une histoire particulière aussi avec Griezmann, parce que j'ai vu en live son tout premier but en bleu. Moi, c'était à Nice face au Paraguay. Et du coup, ça m'a un peu donné envie de l'accompagner, voilà, de voir un peu son aventure avec le maillot bleu. Et c'est vrai que il a, comme l'a dit Imad, hein, été un pion essentiel dans chaque compétition. Quand tu prends les moments forts de l'histoire de l'équipe de France, tu avais forcément un meneur de jeu d'exception. Platini en 84, Zidane de 98, 2000, 2006 et Griezmann 2016, 2018 et 2022. Platini 84, en plus, t'étais né, toi, non ? J'étais... Mon papa est grand fan de Platini, donc moi j'ai été bercé par Grand Platini. respect pour monsieur, pour papa Milanista. Mais non, il est Blaugrana, mon papa. Ah, mon Dieu. Voilà. On peut pas être parfait. Voilà. Et, non, mais c'est vrai que Griezmann, il m'a beaucoup impressionné par son renouvellement continu de style de jeu. Vous dites à juste titre, hein, que sa Coupe du Monde 2022, c'est l'une des plus abouties, mais c'est là aussi qu'il a été le plus, je pense, guerrier, aussi battant, parce qu'il c'est vrai qu'il a beaucoup de tâches défensives, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, mine de rien, nous aura marqué pendant 10 ans. Nous, on est des observateurs et fans de foot depuis
on l'a vu grandir du début à la fin, donc ça met à la fin un chapitre de 10 ans. Donc forcément, à l'annonce du tweet, hein, j'étais comme vous assez triste et choqué. Après, voilà, je trouve ça intéressant le débat que va emmener Imad, à savoir où c'est qu'on peut placer Griezmann dans l'histoire de France, enfin dans l'histoire de France, L'histoire de dans France, l'histoire des France de Louis XIV, au-dessus de Clovis, messieurs. Au-dessus de Clovis. de Christian Clavier, etc. Mais c'est vrai que J'espère qu'il est au-dessus de Christian Clavier. Bah, Oui. après, on a parlé de Pogba, il va jouer dans un film d'Antoniente, donc on peut le mettre au-dessus de Pogba déjà. C'est déjà pas mal. bah, oui, Voilà. on peut. peut. Bah oui, après, je sais pas si peut-être que Pogba est dans la discussion. Moi, je le mets pas dans le top 8, Pogba perso, mais Non. je pense que Griezmann est je sais pas, je vois un petit sourire de Victor en coin, mais je pense qu'à mon sens, oui, moi, Griezmann, si on peut amener le débat là-dessus, moi, c'est évidemment que je le mets dans le top 5 des meilleurs joueurs français de l'histoire. Joueur de l'équipe de France. Oui. En fait, Alan a dit quelque chose de très important pour notre génération, donc on va dire entre 20 et 30 ans. On a vu commencer Griezmann et on l'a vu avoir une belle histoire. Ça aurait pu être pareil avec Karim Benzema, par exemple, c'est notre génération aussi, mais ça n'a pas été le cas. Mais lui, Varane et Pogba, ce sont notre génération, les 3 joueurs qu'on a découverts, qu'on a suivis tout au long de leur carrière en équipe de France. Et Antoine Griezmann est peut-être celui qui a eu la carrière la plus aboutie d'un point de vue global et d'un point de vue aussi en équipe de France. Et donc forcément qu'on a tous une attache particulière. Moi, c'est pas un joueur que j'apprécie plus que ça, c'est pas ma sensibilité, mais je suis obligé de reconnaître que son travail au sein de l'équipe de France, il est fantastique, il est fondamental pour l'ère Didier Deschamps. Coupe du Monde 2022, ce qui fait la différence, c'est que 2016, on est sur l'éclosion définitive aux yeux du monde et il est décisif. Il est bon dans le jeu aussi, mais il est décisif. Mais l'Euro 2016, il y a aussi une individualité comme... putain, c'est là où je vais me gourer. Mais Pogba a fait un Euro 2016 très solide. Dimitri Payet est très fort aussi à la création. Là, en 2022, d'ailleurs en 2018, Pogba et Griezmann ne fait pas partie du top 5 peut-être des meilleurs joueurs de 2018, mais a un rôle prépondérant. Hein. Je dis pas le contraire. Il a un rôle important. Ouais. Voilà, mais par contre, 2022, c'est le seul créateur. Là, si on s'est autant plaint à l'Euro 2024, c'est parce que Griezmann, on n'a plus Pogba. Pogba a été, c'est pour ça que c'est un des joueurs les plus importants de l'ère Deschamps aussi. C'était le seul joueur créateur, le seul joueur un peu de folie, entre guillemets, celui qui t'apportait ce petit plus. Griezmann, en 2022, il a réussi à faire ça, à faire le lien entre l'attaque et la défense, tout en ayant des tâches défensives, mais surréalistes. C'est pour ça que c'est sa compétition la plus aboutie. Et sincèrement, en 2022, c'est peut-être même le meilleur joueur de l'équipe de France sur l'entièreté de la compétition. Moi, je te rejoins. Mais parce qu'il est décisif partout, à tous les étages. Je te rejoins complètement. Maintenant, si vous voulez ma réponse, moi, Griezmann, on va être un peu nostalgique là, on va tout de suite dire, voilà, il m'a dit qu'il est top 3. Je pense que si on réfléchit un peu de manière objective, il y a une discussion. Je ne dis pas qu'il est totalement exclu de ce top 3, mais en tout cas, il n'est pas top 5 chez moi. Mais le fait qu'on l'ait accompagné aussi longtemps, il y a une attache forcément affective. En plus de ça, il a une carrière, enfin, c'est un mec génial auquel on peut tous s'identifier. Oui, puis t'as l'histoire qu'en en France, il n'a pas eu sa chance. Il est parti en Espagne, on lui a donné. Il y a ce romantisme aussi. La relation qu'il a avec Didier Deschamps, etc. Mais je vais vous donner 5 noms que je mets potentiellement moi devant Antoine Griezmann. Mais pour moi, on a Zidane, on a Platini, évidemment. Moi, je suis désolé, mais Kylian Mbappé est déjà devant Antoine Griezmann en équipe de France. Que ça soit statistiquement et que ça soit presque dans la legacy, il y est presque. Bah, en fait, dans tous les cas, il y sera. Donc après, si vous voulez retarder l'échéance d'un an... Moi, je retarde l'échéance. Il y sera, il sera même meilleur. Mais pour le moment, il n'est pas meilleur buteur. Voilà. Mais ça va. Imad, Astérix et Obélix, les irrésistibles gaulois. Dans tous les cas, je suis désolé, mais Mbappé sera devant Griezmann. Mais pour le moment, il n'y est pas. Moi, je trouve que déjà, d'ores et déjà, je peux le mettre devant. Je le mets devant. Il n'a pas un euro comme Griezmann l'a fait, Mbappé encore. Il n'a pas un euro. Et ses Coupes du Monde sont grandioses, mais Griezmann, elles le sont aussi. Et Griezmann, il a son euro 2016 en plus. Il est le meilleur joueur de la compétition. C'est pour ça. Les accomplissements que Mbappé aura peut-être, mais pour le moment, très certainement.
En fait, c'est déjà quasiment acquis. Et on va dire que parce que Griezmann, voilà, il a fait un peu plus de compétition aussi, pour l'instant, on peut le laisser devant, mais c'est déjà C'est acquis ça. que Kylian Mbappé sera devant. Et sinon, pour moi, il y a Lilian Thuram, que je mets tout de même devant notre ami Antoine Griezmann, pour une question de longévité, pour une question aussi de moments décisifs, de moments marquants, de compétition. L'Euro 2000 de Lilian Thuram, c'est une dinguerie. La Coupe du Monde 98 de Lilian Thuram, c'est très solide. Il a un meilleur palmarès, de toute façon, qu'Antoine Griezmann avec l'équipe de France. Capitaine, plus de sélections aussi. Parce que 42, c'est le deuxième plus capé, donc Lilian Thuram est devant. Et ensuite, j'ai 2 débats avec notre ami Thierry Henry. Est-ce que tu mets Thierry Henry ou Antoine Griezmann en équipe de France? Moi, j'ai tendance pour l'instant à garder Thierry Henry devant parce que plus gros palmarès, parce que la Coupe du Monde 2006. Non, mais il y a une discussion. Et tu as aussi, et si je peux en citer, tu as également Juste Fontaine qui va rentrer dans une discussion. Alors après, là, on est dans une génération un peu différente. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais on a également Marcel Desailly qui est dans une certaine discussion. Et puis, pour finir, Hugo Lloris peut également être dans la discussion avec Antoine Griezmann. Après, tu parles de longévité par rapport à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, je trouve que sur toute sa période en équipe de France, c'est un joueur qui a rarement eu de gros passages à vide. Entre 2021 et entre 2020 et 2022. Gros passage à vide. Juste avant la Coupe du Monde. Mais ça concerne une compétition, du coup. Oui, voilà. Non, oui, enfin, l'Euro 2021, c'est pas ouf. Tout ce qui suit après, en fait, dites-vous que jusqu'à ce que Didier Deschamps le replace dans ce milieu à 3, avant, on veut tous voir Christopher Nkunku titulaire plutôt qu'Antoine Griezmann je me rappelle. dans ce truc-là. Donc, mais après, par contre, c'est pas un passage à vide où il rate totalement une compète. Bon, l'Euro 2021, à part Paul Pogba qui a surnagé, c'est un échec collectif. Mais il a eu un petit passage à vide aussi. C'est un léger sur 10 ans. Je cherche la petite bête. Et moi, je te parle surtout de joueurs. Alors, tu m'as parlé de Saïd, tu m'as parlé d'Henry. C'est 2 exemples pour moi qui peuvent me dire que là, on a typiquement 2 joueurs qui ont raté leur sortie avec l'équipe de France. Totalement. Parce que tu la trouves réussie, la sortie. Alors, vrai débat. Vous la trouvez réussie, la sortie Non, mais non. Elle est cata, hein. Elle est cata, les amis. Mais attends, Henry, il reste sur quoi en équipe de France? Oui, alors après, c'est pas de sa faute, hein, les gars. Ah, Griezmann, ça va pas être de sa faute non plus à ce rythme-là, tu vois. Griezmann, il y a un échec sportif où il est prépondérant dedans. On peut dire ce qu'on veut, mais Henry, la saison 2009-2010, elle est catastrophique, hein, à Barcelone, elle est pas bonne. Elle est pas assez bonne pour dire que pour dire qu'il est indiscutable en équipe de France, et ce qui d'ailleurs de base n'aurait pas dû lui faire cette Coupe du Monde parce que Domenech voulait pas le prendre ou je sais plus quoi, enfin bref. Desailly, je crois qu'il s'arrête en 2004. Ouais, voilà. L'Euro de Desailly est bidon au Portugal. Tu prends d'autres joueurs, tu m'as cité Thuram. Bon, Thuram lui s'arrête au bon moment, je crois. Il a senti il fait la finale. Il fait l'Euro 2008. Il fait l'Euro 2008. Non, donc il s'arrête pas bien, tu vois. Donc mais Griezmann non plus, hein. Griezmann non plus, les gars. Il rate sa compète. Il prend sa retraite au mois de septembre après un rassemblement. Le timing. Non, c'est vrai que le timing n'est pas bon. Non, mais le timing veut surtout dire qu'il y a un problème. Mais c'est alors c'est surtout que ce qui pose question. Il a annoncé qu'il voulait faire la Coupe du Monde. Voilà. Donc il y a un problème. En fait, c'est ce qui pose. Le truc qu'il a toujours voulu faire. C'est ce qui pose question. Ce qui pose question, c'est justement cette déclate du mois de septembre à Téléfoot qui disait qu'il va tout faire pour aller, et sûr de lui d'aller à la Coupe du Monde 2026. Et là, un mois plus tard, même pas un mois plus tard, on passe vraiment à l'opposé de ce qui a été dit. Donc, est-ce que il y a eu une remise en question après le dernier rassemblement, là où il n'a pas été bon, hein, bien sûr. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu des mots avec le sélectionneur? Mais vous avez vu la déclaration de Didier Deschamps, la réaction où il dit c'est tout à l'honneur d'Antoine Griezmann d'avoir la lucidité et l'intelligence de savoir s'arrêter au bon moment. Mais par contre, dans la déclaration de Deschamps, moi je le rejoins. Il a la lucidité d'aller s'arrêter au moment où il se dit non, est-ce que je vais être assez oui, alors c'est certes c'est peut-être forcé, mais est-ce que voilà, j'ai 33 ans. Est-ce que j'ai envie de laisser de moi une image d'un mec qui va être sur la fin, totalement essoré
et ne pas donner le meilleur de moi-même. Varane a très bien compris ça et il s'est retiré très vite de l'équipe de France. Griezmann a su prendre le pli peut-être un chouïa trop tard puisque tu as ce rassemblement de septembre. Peut-être qu'il aurait dû arrêter après l'Euro. Bah oui, moi je pense que si c'était vraiment ça, il aurait arrêté après l'Euro. Mais Là, je pour pense moi, que ce soit- il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le dernier Ou rassemblement en et... tout cas, début septembre, il serait pas là ferme à dire je vais jouer la Mm. coupe, enfin, je vais tout faire pour la Coupe du Monde. Oui. Déjà début septembre, il aurait commencé à douter, je pense. Donc c'est vraiment un truc hyper récent qui a fait que. Et je reviens juste sur ce que disait Victor. En fait, Victor, tu nous as cité plein de joueurs légendaires et qui méritent d'être dans un haut top. Maintenant, le problème, c'est que ça n'enlève pas de la crédibilité à Griezmann pour moi pour le mettre très haut. Et je sais que c'est peut-être ton propos, mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'entends De Zaï, oui, j'entends Thuram, etc. Le fait, Griezmann, et c'est le fait de toutes les récompenses, que ce soit les ballons d'or, etc., son poste joue. Et son poste fait que Griezmann a pu être l'élément phare, la figure phare de l'équipe de France, avec d'autres joueurs, mais vraiment l'élément phare des grandes compétitions que la France a gagnées. Dans une moindre mesure, on va se rappeler de Zidane pour la Coupe du Monde 2006, 98, enfin 98, c'est pour la finale, mais ce que je veux dire, c'est que les gens se rappellent de Zidane. Les gens vont beaucoup se rappeler de Griezmann, d'Mbappé plus tard, et ça joue aussi pour Griezmann. Il a un titre de meilleur joueur, et quoi qu'on dise, c'est quand même un élément à prendre en compte dans un Euro, un titre de meilleur buteur. La Coupe du Monde 2018, bon, évidemment, on se rappelle que du meilleur joueur, mais il est troisième meilleur joueur, en tout cas, il a le ballon de bronze de la compétition, c'est-à-dire qu'il a une reconnaissance. Voilà, voilà. C'est qui le deuxième? Dessus. Modric. Non, le premier, c'est Non, Modric. Hazard. C'était Hazard en 2018. Putain, ils mettent Hazard deuxième. devant Ouais. Griezmann. donc, Ils avaient mis Hazard 2, Griezmann 3. D'ailleurs, Griezmann n'a pas à être troisième à la Coupe du Monde 2018, si je peux me Mais permettre. en tout cas, il a ces distinctions qui font que, en fait, là où la France a brillé, Griezmann a brillé. En fait, Oui, il est le symbole de ça. Oui, il est et le tu symbole. as ce truc-là, quand Griezmann n'est pas bon, la France va pas loin. En fait, à chaque fois que Griezmann n'a pas été bon, c'est-à-dire les 2 derniers euros, Griezmann n'a pas été bon, la France n'est pas allée loin. Et quand Griezmann est bon, la France va loin. Et donc, dans l'histoire, pour moi, c'est ça qui fait que tu le mets. Allez, top 3, peut-être que je vais un peu loin, mais top 5 pour moi, c'est sûr qu'il est dedans. Mais Personnellement. c'est une légende, c'est une légende. Mon propos est aussi d'un peu de nuancé, c'est vrai. Je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets, mais c'est une légende de Et l'équipe c'est de bien parce France. que ça met du débat. Définitivement. Ouais, non, mais définitivement. Et puis, comme je l'ai dit, on a tous une attache, même moi qui n'ai pas un fan absolu du joueur. Je suis triste de voir que ça s'arrête comme ça, parce que je trouve que la sortie n'est pas nette, en fait. La sortie n'est pas nette. Et il y a des choses, il y a des choses à dire, mais oui, c'est plus, voilà, je nuance un peu. Attention dans cet effet nostalgie à pas le mettre trop non plus. Mais Antoine Griezmann. Et d'ailleurs, d'un point de vue, est-ce que c'est une légende de l'équipe de France? Est-ce que c'est une légende du football, même s'il n'a pas fini sa carrière? Football français, oui. Alors moi, non, du football. Est-ce que vous lui attribuez le rang de légende? Il lui manque une Ligue des Champions déjà. Oui, le problème, moi, à chaque fois, déjà, et c'est pour tous les débats de légende, c'est comment on en vient à déterminer le mot légende. Parce que moi, avant, en fait, ce problème, c'est que moi, avant, dans ma tête. À partir du moment où tu as besoin de critères, c'est que c'est pas une légende. À partir du moment où tu as une carte icône. Non, mais j'explique. Pour moi, à la base, légende, c'était vraiment Messi, Ronaldo, Cruyff, Pelé. Maradona, Pelé. Tu vois, vraiment les. Et en fait, à l'époque, du coup, j'avais dit, je m'étais pris une sauce il y a très très longtemps, comme quoi Rooney, je le considérais pas comme une légende, par exemple, un Rooney. Parce que pour moi, il n'est pas à la hauteur. Hein? C'est pas une légende. C'est pas le scandale du siècle. Les gens vont le considérer comme une légende. Ce que je veux dire, c'est que Griezmann, le débat légende, pas légende, en fait, pour moi, les légendes, c'est vraiment un cercle très très fermé où tu ne mets pas tout le monde. Je suis archi d'accord. Mais alors si tu veux élargir un peu, d'ailleurs, le débat Rooney-Griezmann serait très intéressant parce que je trouve que c'est deux joueurs qu'on peut comparer sur plein d'aspects. Mais plutôt, si tu veux, imaginons on reproduit un peu le modèle de NBA, est-ce que tu l'introduis au Hall of Fame? Sachant que le Hall of Fame prend plus globalement, c'est vraiment les gens qui ont marqué l'histoire du football. En fait, j'ai du mal parce qu'il faudrait savoir qui tu mets pas. Genre, en fait, moi, c'est par rapport à d'autres. Si tu me dis tel joueur, voilà. Alors, je vais donner des joueurs que tu vas connaître, que tu vas apprécier, mais par exemple, Xavi, Iniesta, largement Messi, devant Griezmann. Ils y sont, voilà, il n'y a pas de débat. Un mec comme Carles Puyol, pour moi, il est au Hall of Fame, par exemple. Ouais. Neymar, il est au Hall of Fame. Ok. Hazard. Non. Ah non. Tu vois, Griezmann, pour moi, ça se situe entre les deux.
Vas-y, balance d'autres blazes, ça m'intéresse, d'autres noms. Messieurs, on se calme. On se calme. Hors série. Ah, Les gars, il y a un timer. Mais en Déconnez gros, pas. voilà, le débat de légende, c'est pas que je botte en touche, c'est que vraiment pour moi le mot légende, en fait, il faut déjà Faut pas le galvauder déjà. établisse, Ouais. C'est voilà, vrai, que c'est tout le monde vrai. Oui. établisse. En fait, tout le monde n'a pas la même définition de légende, et donc du coup après, t'es perdu dans ces débats. Les gens vont être, oh, tu dis pas que lui, c'est pas une légende et tout, alors que c'est un Ouah. très très grand joueur, mais Ouais. Bah, en tout cas, légende de l'équipe de France. légende de l'équipe de France, légende, ça, c'est sûr. légende de Liga, légende de l'Atlético, ça s'arrête là, je pense. De Liga, le problème, c'est qu'elle en a pas gagné une encore. Ouais. Ah ouais, mais Ça il gêne a, un peu. C'est il quand a même un peu. Ah dommage. ouais, Il a jamais été élu meilleur joueur de Liga. Si, alors, Si. mais je trouve ça honteux en 2015-2016 devant Suarez. Mm. Il Ok. prend, et ça m'avait marqué. Alors, honteux, non, il fait un bon exercice, mais qui passe devant Oh, Suarez en 2015-2016, j'ai trouvé ça. 2015-2016, c'est 22 buts, 5 passes D. Non, mais Ah oui, c'est c'est son, très non, mais bon. c'est son prime. C'est son prime. C'est Mais t'avais victoire en Suarez Europe. cette année-là. Et en plus, c'est son prime. C'est Mm. finale de Ligue des Champions, Son finale d'Euro, meilleur joueur de Liga. Voilà, on est sur Troisième au le. Ballon Troisième au Ballon d'Or, oui. Exact. Bon, bah écoutez, messieurs, on va passer au dernier sujet de cette émission, puisque on parle d'Antoine Griezmann, on va parler d'un joueur qui crève l'écran depuis qu'il est arrivé dans son nouveau club il y a un peu plus d'un an. C'est Cole Palmer, messieurs. Cole Palmer qui a ébloui la scène anglaise avec son quadruplé en 20 minutes de temps. Hein. Donc, en première ligue, c'était un record. Hein. C'est un record même sur une mi-temps entière. C'est un record qu'a établi Cole Palmer ce week-end face à Brighton. Victoire 4-2 des Blues hein, qui rallient le top 4 de cette première ligue grâce à son maître à jouer, Cole Palmer, qui se fait une place dans cette équipe de leader, et malgré une concurrence assez incroyable hein, sur les avant-postes côté Blues, hein, parce qu'il y a des gros noms hein, côté Chelsea. Là, il y a eu un recrutement XXL dans ce secteur-là pour les hommes de Maresca. Et on avait cette discussion. Moi, je voulais qu'on parle de Palmer aujourd'hui parce que je trouve que on peut pas passer à côté de ce qui s'est passé ce week-end. Et on a voulu mettre ça sous cet angle, et vous le voyez un petit peu affiché sur votre écran. On parlait de son passage à Manchester City, puisqu'il a été plus ou moins formé à Manchester City. Et on le voyait, hein, il n'avait pas énormément de temps de jeu, c'est pour ça qu'il a décidé de partir. Et Chelsea a été la bonne opportunité, puisque c'était un moment où Chelsea commence à se reconstruire. Et Chelsea, donc sous Pochettino, est devenu un joueur phare, hein, clé du système de Chelsea. Et du coup, a fait le lien avec Maresca. Et pour le moment, ça démarre plutôt bien pour lui et pour Chelsea. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question que Manchester City a totalement raté le coche avec Cole Palmer? Est-ce qu'on ne peut pas renourrir des regrets quand on est Pep Guardiola? Bah ouais, moi je pense que oui, c'est vrai que quand on parle d'un joueur en plus qui est anglais, hein, donc pour le championnat national, c'est parfait. Un joueur qui combine plusieurs qualités, hein, que ce soit la technique, le contrôle de balle, la vision de jeu, la polyvalence, parce qu'il joue pas, il joue 10 là dans le système de Chelsea, mais c'est un joueur qui sait s'adapter à plusieurs postes et qui a, selon moi, et c'est sa plus grande qualité, je trouve, à l'heure actuelle, c'est son sang-froid et sa maturité dans le jeu. En effet, Manchester City pourrait avoir des regrets. Après, cela dit, c'est vrai qu'on a un Kevin De Bruyne qui commence à de plus en plus avoir de pépins physiques. Cela dit, s'il serait resté à City dans cette configuration-là, il n'aurait jamais pu exploser. Et on ne sait pas comment il aurait pu atteindre un tel niveau, parce que De Bruyne est intouchable. C'est peut-être le meilleur joueur du monde dans le championnat actuel de Première Ligue. Donc, comment il aurait pu mieux faire qu'en allant à Chelsea? Et il faut dire quand même une chose, c'est Maresca qui, je trouve, déjà sous Pochettino l'année dernière, il était déjà excellent. Mais je trouve que sous Maresca, il a encore plus de responsabilités et il est encore plus libre de ses choix. Donc moi, c'est des regrets pour City. Peut-être oui, vu la fragilité de Bruyne et vu le fait qu'il crève l'écran à Chelsea. Mais en soi, City n'avait pas le choix de ne pas pouvoir le faire jouer quand tu as un cyborg comme De Bruyne devant lui.
messieurs. Ouais, moi, ce que je rejoins Alan, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Est-ce qu'il aurait explosé en fait, c'est une question de contexte aussi. Est-ce qu'il aurait réussi à exploser à City avec moins de confiance qu'à Chelsea? Ce qui est bien à Chelsea, c'est Mm. on a compté sur lui tout de suite. C'était une équipe en reconstruction. C'était une équipe qui ne jouait pas, en tout cas, l'Europe. Je sais plus s'il jouait l'Europe à l'époque ou en tout cas, il jouait pas la Ligue des Champions. Donc, en fait, il est arrivé dans le bon contexte. Je pense qu'il avait moins de pression, on en attendait moins de lui et en fait, il a tout simplement explosé. Donc, City peut avoir des regrets après coup. Aujourd'hui, quand tu vois le niveau qu'il a, à l'époque, je sais pas. Surtout qu'ils ont peut-être. Alors, je suis moins City, mais peut-être que le fait qu'il y avait aussi Foden, je sais plus la raison exacte Ah pour oui. laquelle ils se sont séparés de lui. Mais peut-être qu'il y avait aussi le fait qu'il y ait Foden devant lui avec ce profil-là, c'était peut-être compliqué de garder les deux. Ouais, surtout que Foden finit meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière. Bah oui. Et c'est quand il est 10 qu'il est meilleur, hein, parce que c'est vrai que quand il est déporté sur la gauche, Ouais. il est un peu moins percutant. Donc, tu as Foden qui a explosé aussi l'année dernière, qui a fait une grosse saison. Donc, difficile pour Palmer de s'imposer dans ce contexte. Non, mais on peut pas dire, enfin, on peut pas parler de regret ou rater le coche lorsque t'as le mec qui est exactement dans le même profil, Phil Foden, finit meilleur joueur de Première Ligue l'année d'avant. En fait, Phil Foden subit, je me fais un peu peut-être allumer, mais vu qu'il a été élu meilleur joueur de Première Ligue devant un certain Bukayo Saka et qu'on a une énorme communauté française de supporters d'Arsenal, Phil Foden subit, de par Flo et d'autres représentants de ce club, une propagande que Phil Foden est un pitre et que Cole Palmer est des années-lumière au-dessus. En fait, je vais répondre très clairement à cette question. Le grand gagnant dans le fait que Cole Palmer ne soit plus à City, c'est même pas Chelsea, c'est même pas City, c'est Cole Palmer lui-même, parce qu'il est en dehors du carcan de Pep Guardiola. Voilà. Il peut s'exprimer individuellement, c'est lui qui a les clés du jeu. Il est Exactement. libre de positionnement. S'il était resté avec Manchester City, son développement individuel aurait été ralenti, un peu comme Phil Foden, ça l'a été au début de sa carrière. Et Phil Foden, il a réussi à s'établir comme un joueur décisif l'année dernière lorsque il prend le rôle de Kevin De Bruyne, qui est le seul joueur de Manchester City qui a le droit de se déplacer librement sur le terrain et qui a un droit de prise de décision quasiment total. Donc, est-ce que Cole Palmer aurait pu atteindre ce niveau qu'a eu Phil Foden au sein de Guardiola, de l'effectif de Guardiola l'année dernière, avec les mêmes responsabilités? Ça, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que Cole Palmer, libre comme l'air dans le système de Maresca ou dans le système de Pochettino, avec les clés du camion, bah, ça marche du tonnerre et ça, c'est très bien pour lui. Manchester City, ils n'ont aucune raison de clairement s'en mordre les doigts, alors peut-être qu'ils auraient pu le prendre un peu plus cher. Alors, voilà. moi, la question, c'est peut-être aussi par rapport à... et c'est Karel qui nous en parlait quand on préparait ce sujet-là, c'est que pas forcément des regrets par rapport à City, mais on parlait potentiellement d'erreurs de Guardiola dans le sens où Cole Palmer, il a peut-être pas identifié un profil qui pouvait apporter à Manchester City. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Il lui avait donné du temps de jeu. Hein. Pas énormément. Mais parce qu'il y a du monde. Mais parce qu'il y avait Foden, c'est ce qu'on dit. Justement, c'est pas voilà. que c'est pas une erreur, c'est qu'il y avait déjà du monde, je pense. Et qu'il fallait faire un choix et qu'il a tranché pour Phil Foden et que sincèrement, vous pouvez dire ce que vous voulez, pour l'instant, il a eu raison parce qu'il a une Ligue des Champions où Phil Foden a un rôle important, pas non plus prépondérant mais important. La première Ligue de l'année dernière, c'est lui le meilleur joueur et c'est pas pour rien que Manchester City la remporte, c'est en grande partie grâce à lui. Donc sincèrement, c'est pas un mauvais choix finalement. De toute façon, tu peux pas jouer entre les deux, quoi. Voilà, et tu peux pas jouer avec Cole Palmer, Foden, Kevin De Bruyne dans le même effectif. Ce sont tellement des similaires. Ouais, Bernardo Silva, ce sont tellement des profils similaires. Gaucher pour Foden, gaucher. Foden est gaucher, j'ai peut-être un doute. Ouais, Foden est gaucher, oui. Foden gaucher, Palmer gaucher, Bernardo Silva gaucher, exactement le même profil de meneur de jeu excentré. Qui, dans le 1 contre 1 pur et dur, ne peut pas jouer sur la vitesse, mais plutôt dans les petits espaces pour éliminer. Non, tu as besoin d'un Riyad Mahrez, d'un Savio, des profils différents. Dans la construction de l'effectif, c'est tout à fait logique. En fait, Chelsea est gagnant, parce qu'ils ont pu récupérer un jeune talent anglais pour un prix considérable. Hein. Quand ils l'achètent 40 millions, on est tous en mode « What ? Comment ça se fait que ce joueur-là en vaut déjà 40 ?» Bon, transfert plus que rentabilisé. Mais on était déjà tous surpris. Chelsea est gagnant parce que voilà, ils ont la chance de pouvoir se placer pour récupérer cette pépite anglaise, mais Guardiola et Manchester City n'ont pas forcément perdu au change. Oui, c'est ça, parce que tu as De Bruyne qui a été blessé du coup rapidement, qui se fait savater pendant un bon moment. C'est Foden qui le remplace.
Et qui c'est qui remplace Foden au cours de la saison? C'était même pas Palmer, c'était soit Bernardo ou même des fois Julian Alvarez l'année dernière aussi, qui pouvait aussi dépanner en jouant derrière Haaland. Donc Palmer avait pas du tout de solution de Ouais, s'imposer. Donc City n'est pas perdant au final, en fait. Mm. City n'a pas eu de grosses contraintes qui fait qu'ils se retournent, ils sont dans la merde, ils se retournent et ils se disent: ah putain, on a vendu Palmer. Non, il faut juste que l'un des joueurs qu'ils ont vendu explose ailleurs. Tant mieux pour Chelsea, tant mieux pour Palmer. Et voilà, Si pas Chelsea, dommage pour Manchester City. si Chelsea trust 3 premières ligues de suite et que Cole Palmer, il prend ne serait-ce qu'un titre de meilleur joueur, bon, là, Manchester City pourra se dire fait chier, l'autre, il nous emmerde et il nous empêche de gagner. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il fait des stats, Cole Palmer, extraordinaires dans une équipe qui est de mieux en mieux. Cette année, sincèrement, Ouais, c'est très vraiment. intéressant. Mais dans une équipe où il a les clés du camion. Et moi, j'ai toujours ce dicton, c'est facile d'être fort avec les faibles. C'est compliqué d'être fort avec les forts. Et on ne saura pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas pour l'instant ce qu'aurait donné Cole Palmer dans un effectif de monstre comme celui de Manchester City, tandis que Phil Foden, on l'a vu et ça a été plus que concluant. Voilà, faudra voir avec l'évolution de l'effectif de Chelsea, l'évolution des responsabilités et l'évolution des ambitions du club, si Cole Palmer continuera à performer comme ça. Et là, on pourra discuter de que 40 millions et en plus à un rival. Voilà. Après, c'est ça. Si Chelsea fait une grosse saison avec un Cole Palmer resplendissant, bon, on pourra parler de fort avec les forts. S'il y a une grosse saison. Ouais, Voilà. l'effectif, tu considères que là, l'effectif de Chelsea, il y a quelqu'un d'autre qui est en capacité de prendre les clés du jeu, genre je crois que son concurrent direct à son poste, de ce qu'a dit Maresca, il me semble que c'est Joao Félix. Donc, Ouais, c'est un peintre. ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Non, mais c'est pas au c'est niveau. pas l'effectif Mais c'est c'est pas la vraie concurrence. mais Pas l'effectif de City. Oui, mais pour moi, je pense que ça peut faire l'affaire quand même. Après, oui, c'est pas l'effectif de City. Mais en attendant, c'est pas le fait d'avoir de la concurrence qui va déterminer son vrai niveau. Non, mais c'est de savoir dans un effectif de géant quelle place tu prends au cœur du jeu. C'est ça que je dis. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. On avait vu Nabil Fekir, je prends un exemple, Nabil Fekir exploser avec Lyon parce qu'on lui donne les clés du camion. Je vais te donner un autre exemple. Hakim Ziyech, Ajax Amsterdam. C'est le big boss sur le terrain parce qu'avec l'Ajax, il est fort parmi les faibles, entre guillemets. Il signe à Chelsea. Je rencontre un problème. Il y a d'autres mecs aussi qui sont aussi forts que moi quand il s'agit de prendre les rênes. Comment est-ce que je me place? Est-ce que j'arrive à m'adapter? J'arrive pas à m'adapter. Moi, le prochain cap de Cole Palmer, c'est de savoir que si parmi les forts, il continue à être le plus fort et il continue à avoir les clés du camion, et si, dans le cas où il se retrouve dans un effectif comme Manchester City, où tu as d'autres dépositeurs du jeu super influents, est-ce que tu arrives à t'adapter et te rendre encore une fois décisif et continuer sur ta lancée et à prouver que tu es définitivement un top joueur, comme l'a parfaitement fait Bernardo Silva, comme l'a parfaitement fait des joueurs comme Vinicius, voilà. Comment est-ce que tu t'adaptes, comment est-ce que tu laisses les clés ou autre. Cole Palmer, c'est là où j'ai envie de voir. C'est clair que l'effectif de Chelsea, c'est pas non plus, voilà, je taquinais un peu sur Joao Félix, il est dans un top effectif de Première Ligue, il est aussi, depuis déjà l'année dernière, on t'a donné les clés, c'est toi qui gères et tout. Alors, si Chelsea monte d'un cran et recrute définitivement des top stars, ou les joueurs à côté de Cole Palmer deviennent des top stars, c'est là où on va voir la vraie évolution. Ce qui va être intéressant, du coup, c'est en équipe d'Angleterre, finalement. J'étais en train d'y penser aussi. Harry Kane, Bellingham, Foden. Vrai indicateur. Vrai indicateur. Aussi, ça va être un bel indicateur. Southgate ou pas Southgate, d'ailleurs? Bah, il y a plus de Southgate maintenant. Donc, oui. C'est un intérimaire en plus qui est du côté de l'Angleterre actuellement. Donc nous surveillerons avec assiduité la saison de Cole Palmer et de Chelsea pour refaire un point dans quelques mois sur sa situation. Messieurs, nous approchons tout doucement de la fin de cette émission. Et comme chaque lundi, je vais vous proposer un petit quiz que j'ai un peu bossé quand même. Parce que le quiz de la semaine dernière a été une catastrophe encore une fois. Avec ChatGPT. Non, même pas. Alors là, j'ai juste composé mes questions avec ChatGPT. Et là, j'ai cherché les réponses après. Tu vois, pour être sûr de... Comme ça, on est sûr. Exactement. Messieurs, on va commencer avec... vous allez avoir plusieurs questions. Je vais vous en faire de chacun. De chacun. Ou alors... Voilà, je suis un homme d'improvisation. Je pose la question et vous me donnez une réponse, voilà, chacun, sur la question. C'est vous qui voyez. Voilà, vous préférez quoi? Tu veux pas faire un Royal Rumble? On donne tous une réponse, celui qui a bon. On fait un Royal Rumble, c'est parti.
Tu m'as Je savais que j'allais te convaincre avec ce tu m'as convaincu avec ce fabuleux lexique. Allons-y. Attends, et c'est de la rapidité ou tu dis. C'est de la rapidité, c'est de la Rapidité. Rapidité, comme ça, allez, c'est le bordel, messieurs. C'est parti. On va commencer. C'est un coup sur Antoine Griezmann. Voilà. Parfait. Le sujet principal de cette émission. Messieurs, on va commencer avec des statistiques. Combien de buts Antoine Griezmann a-t-il marqué avec l'équipe de France? 44. C'est bon, il a bon? Bah oui. Attendez, il faut que je remonte mes fiches. Non mais oui, c'est ça. Non mais c'est ça. 44, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse de Victor. Bravo Victor. On fait 44 buts pour le joueur originaire de Mâcon. On prépare nos émissions ici. Nouvelle question. C'est une pique envoyée à ses deux adversaires du soir. Quel est le nombre total de matchs disputés? 147. 137. Ça, je sais. Non, c'est 137. Putain, Et ouais, mais vous m'avez pas laissé finir. Ah. Par Griezmann en Liga, toutes saisons confondues. Ah, bah ça, il a pas fêté son 500e match? 500. Et bah c'est une bonne réponse d'Alan. Voilà, Putain, il est Je suis long à la détente. il est à 500 matchs tout pile. Et Et il a fait donc quasiment toute sa carrière en Liga, sauf une saison en professionnel où il était en seconde division avec la Sociedad. Combien de matchs il a fait en seconde division? 17. 25. 28. Seconde division. Toujours Une pas. saison? Bah 34. Non, Non, il a pas pas un petit beaucoup plus ou moins joué, donc il en a fait 12. non. On fait un plus ou moins ou pas? Allez-y, Du coup, 15. c'est plus. Ah ok, c'est 33. C'est plus. 36. C'est C'est plus. 38. C'est plus. 40. Plus? Ah, 39. c'est 42. Qui a dit 39? Qui a dit 39? C'est Alan, Moi. je crois. Alan, bonne réponse. 39 matchs lors de la saison Oh, il a 2009-2010. 6 buts, 5 passes D lors de cette Je saison. crois que tu joues 42 matchs en hypermotion. Alors après, est-ce que c'était pas un ancien format? Je sais pas. Mais en tout cas, Je sais pas. en tout C'est cas, 22 équipes. c'est bien 39 matchs. Bonne réponse d'Alan. 2 points pour Alan. 1. Non, oui, 1 pour Ouais. Victor. Et 0 pour Imad. Pour Imad. Nouvelle question pour l'Assemblée. Attendez que je dise pas de bêtises, parce que là, je crois que j'ai ma réponse sous les yeux. Ouais, là c'est bon, je l'ai. Quel est le record, sur une saison entière, toute compétition confondue, de buts d'Antoine Griezmann avec le maillot de l'Atlético de Madrid? Que avec l'Atlético, tu comptes pas avec Qu'avec l'équipe de France? Qu'avec l'Atlético. Toute compétition 37. confondue, 35. Alors attendez. Allez pas trop Non. vite, vous parlez tous en même temps. Pas qu'en Liga. Toute compétition confondue. Ah, Victor, ok. tu m'as dit, Victor, tu m'as dit combien? Je te dis 46. Tu me dis 46. 46 46. avec l'Atlético, c'est une mauvaise réponse. 34. 34, c'est une mauvaise réponse. Putain. Eh ben, je vais aller entre mes deux compères. Je vais aller à Com- la Comment ça? 39. 39, c'est une mauvaise réponse, c'est plus. Qui est Ouais, le plus bah, proche c'est bien ce que je me disais. Qui est le Ah, plus c'est proche? d'accord. C'est moi. Répète. 46. Alan 39, c'est ça? Ouais. Imad? Moi, je suis en dessous, moi, j'ai dit 35. C'est Alan le plus proche. C'était Putain, 40. l'enfoiré. Oh, people. C'était lors de la fameuse saison, d'ailleurs, 2015-2016. Ouais, mais moi, c'est ça que j'étais en train de chercher. Il en avait mis 22 en Liga. Et non, Coupe du Roi, non, plus que LDC. 22, 25, 26, ouais, plus la Ligue des Champions. Ouais. Voilà, donc c'est une bonne réponse de notre ami Alan. C'est avec... non, celle-là, je vais pas la faire parce qu'on vient de le dire. Combien... Ah, ça, c'est intéressant. Je l'ai sous les yeux, en plus. Combien de passes décisives a-t-il délivré 30. en 30, tu dis. Ouais, En quoi 30 en équipe de France. Oui, sans, oui, oui, oui. sans savoir de quoi je parle exactement. Bien sûr, tu parles en équipe de France, 30. En Ligue des Champions. Putain, enfin, En Ligue des Champions, C'est dommage. ah, On dit... 27. T'as dit 27 ouais, 27. 11, moi. 11. 29. 11, tu dis. Ce qui fait pas mal de. Ils jouent en C3 aussi une année. Donc... Oui, mais moi j'ai dit C1. Donc, Non, mais justement, ce que ça. il Qui est le fait plus proche
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il fait 13 campagnes de Ligue des Champions avec l'Atlético, la Real Sociedad. 25. C'est le Barça. Alors, Victor, tu m'as dit Je t'ai dit 23, je crois, parce que j'ai dit un de plus que T'as celui dit qui a... 29, je crois. Non, t'as dit 29. 27, t'as dit... Ah T'as dit- j'ai dit un de plus, T'as dit j'ai dit un de plus que celui qui a parlé dans les 20. Alors, Moi, j'ai dit 27 et t'as dit 29. quelqu'un- Voilà, 27-29. Alan, tu as dit 11. Alors, qui a dit 29, pardon, excusez-moi. C'est moi. Eh ben, t'es le plus proche, mais vous êtes loin. Ok, donc Ah 42. Non, mais non, toujours pas. 11. On est à exactement. Attendez, je me perds dans mes chiffres. On est à 38. Ah, j'étais pas loin. Ok. 38 passes pas décisives. mal. 29-38, on est loin. Ça va. Ça, va. bah, il y a. Oh, Je m'attendais c'est- à 50, genre. Ouais, je m'attendais à ce que. Ouais. Mais le point t'est quand même accordé. C'est accordé. 2-2-0, Imad. Qu'est-ce que tu Je fous? suis pas assez fan. Oui, top 3 de l'histoire de l'équipe de France. Il a mis 50 passes décisives. Nouvelle question, messieurs. Combien de buts Antoine Griezmann a-t-il inscrit lors de l'Euro 2020? 2020 Un seul. Putain, il m'a devancé. Non, Imad, tu l'as dit avant. Non, j'ai dit avant. Ouais, non, Victor, il l'a dit une seconde Ah avant oui, moi. ah oui. Je suis en Alors, train de réfléchir à la 2016. Contre la Hongrie, si tu veux. tout Contre la savoir. Hongrie. contre la Hongrie, oui, exactement, mais bien sûr. Hongrie, tout à fait. C'est une bonne, il en met pas. c'est une bonne réponse. Nouvelle bonne réponse de notre ami Victor. Bon, la dernière question, messieurs. La dernière question ne vaut pas un point. Elle en vaut. En fait, c'est un all-in. Voilà. J'ai fait des points. 6. Voilà, j'ai fait des points pour rien. En quelle année 2013. Ok, je retiens 2013. C'est noté. En quelle année Antoine Griezmann a remporté le championnat d'Europe des moins de 19 ans? Wow, 2013. 2012. Non, t'as dit 2013. Tu as dit 2013, toi là-bas. 2012. T'as dit 2013, toi là-bas. T'as dit 2013. Attention, Imad. Moi, c'est moi qui ai dit 2013. 2013. Bon, vous avez tous les deux dit 2013. Non, Victor, il a dit 2012. Bon, 2012, ok. C'est 2011. Alan. Oui, 2013, c'est la Coupe du Monde. Le champion, attends, ce que je réfléchis, je dirais. Ouais, c'est un des deux, de toute façon, parce qu'après, il y a. C'est sûr. 2013, Non, c'est pas l'Euro, c'est c'est pas C'est 2013. 2012, parce qu'il se prend un an de suspension. Oui, parce qu'il va en c'est voir. ça. Oui, c'est ça. 2012. Et après, Et après, il revient. il C'est quoi, là, en 2000 Non, c'est C'est non. 2011. Messieurs, la suspension dont vous parlez, c'est avec les espoirs, pas avec les 19. Ah, putain, putain, c'est ah, ça, les 2010, du coup. 2010. Oh, j'ai dit après. Non, mais ça compte pas parce que t'étais pas le plus Ah, proche. d'accord. Victor remporte ce quiz. Félicitations. Merci. Bravo. Qui gagne. Bravo. Et puis, on peut tous rire en effet d'Imad. Voilà. Rions Wow, tous. les moyens ont changé. Ah ouais. Et encore, j'en ai fait qu'un ce soir. J'aurais pu en faire beaucoup C'est plus. vrai. J'avais pas ma soundboard sur le côté, donc je vais. En même temps, la discussion était très intéressante. T'as pas eu le temps d'y penser. Exactement. Voilà. C'était une émission sérieuse ce soir. Bon. Encore un quiz bien préparé. Hein, Et avec ouais. les résultats tout de suite. Bien sûr. Voilà, tout est fait à l'arrache dans cette émission, c'est génial, j'adore. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis sur cet épisode, que ce soit en direct sur la chaîne YouTube de Temps Additionnel ou alors sur vos différentes plateformes de streaming en audio ou même en replay sur cette chaîne YouTube, parce que vous pouvez retrouver le replay dès la fin de ce live à partir en général de 21h, 21h10, et puis le lendemain matin sur vos plateformes de streaming. Si vous avez raté le live du soir, vous êtes parti vous coucher tôt, vous avez la petite biscotte, le café le matin, et vous vous posez avec Temps Additionnel, même dans les transports en commun avant d'aller au travail. Voilà, on va se quitter là-dessus, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit, en live, pour la dernière avant la trêve internationale, puisqu'on ne sera pas là pendant la trêve. Il y aura des hors-séries qui sortiront pendant la trêve, mais nous ne serons pas en direct sur cette chaîne YouTube. Voilà, on va vous laisser, on va vous faire de gros bisous, bien évidemment. Et puis on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode du Décrassage par Temps Additionnel. Ciao tout le monde!